France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce vendredi après-midi. C'est parti pour votre grand forum chargé une nouvelle fois aujourd'hui. Tout à l'heure on parlera de la télé avec les programmes pour ce soir, pour ceux qui s'ennuient. Et puis le sport aussi avec pas mal d'actualités sportives avec Ralph Bécheny. La chronique d'Amar, le clin d'œil d'Amar, nous parlera d'un poète tout à l'heure. Ou plutôt, plus précisément d'un poème pour être très précis. Le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur, les avis tranchés. Puis notre invité aujourd'hui, l'invité du jour pour parler de ce rapport sur l'islam de France. D'ailleurs, je tiens à signaler, lui qui est présent aujourd'hui, monsieur Hamou Bouakas, qui nous en avait parlé en avant-première dans cette émission du Grand Forum sur France Maghreb 2, de ce rapport. Vous aviez à peu près une semaine et demie d'avance, hein, Hamou, hein. Bienvenue, comment ça va, Hamou? On peut être voyant, quoi, des fois, hein. C'est pas mal. Maïssa Leroy qui est avec nous. Bonjour Maïssa. Bonjour. Alors tu sais ce que m'a demandé Hamou? Dis-moi. Il m'a demandé qu'est-ce que fait Maïssa Leroy dans la vie. Alors moi, je suis formatrice en communication et analyste comportementale. Hein? Donc alors là, tu vas analyser le comportement d'Hamou. C'est ça. Et là, il y a de quoi dire et de quoi Il y faire. a de quoi. Après, tu me fais ma fiche et tout? Tout. Fiche S, trop bien. Hamou Bouakas. 17h, donc notre invité pour parler de ce sondage, eh bien ça sera François Cros de l'Institut IFOP. Avec lui, nous parlons notamment de la méthodologie et on s'interrogera quand même, parce que moi j'ai toujours pensé, peut-être à tort, que tout ce qui était études sur l'ethnicité était interdite en France. Pourtant, Ouais. voilà. Non, ce qui est interdit, c'est les statistiques ethniques. Oui, les Ethnique, statistiques voilà. ethniques. Donc, sur la base d'une demande et du volontariat, vous pouvez dire que vous vous identifiez comme musulman, ça c'est pas interdit. Oui, mais de faire un rapport sur le comportement des musulmans, sur sa manière de vivre, ça y ressemble un peu quand même à Hamou, non? Non, ça joue pas en leur défaveur. Moi, je pense que vous allez voir tout à l'heure, il va commenter. Et comme par hasard, en fait, chacun peut y trouver ce qu'il veut. Oui, d'ailleurs, donc, Tarek Mami nous fera, qui voilà. nous rejoindra tout à l'heure, a préparé un papier très intéressant et où il montrera justement les aspects positifs et aussi négatifs de ce rapport qui fait 130 pages. Hein, Voilà. donc bon courage à ceux qui veulent le lire. Tous les gens de Radio France Maghreb, de France Maghreb 2, pardon, savent que moi, je suis de ceux qui considèrent que quand la température est élevée, il faut pas casser le thermomètre. C'est ça. Qu'il vaut mieux essayer de voir objectivement, très objectivement, ce qui se passe et essayer de traiter ce qu'on peut traiter et puis de porter ce qu'on doit porter, parce que si les musulmans de France se sentent pas français, ils ont peut-être un tout petit peu de raison. Alors, les avis tranchés de Maïssa, enfin l'avis tranché de Maïssa, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité, heureusement. Très bien, ça donne envie. Hamou, Mon avis, c'est ton avis, c'est ton avis. non, compte tenu du contexte, il est absolument urgent que tous ceux qui se sentent à l'écart de la norme aillent voter Juppé au premier tour. Ah, carrément, c'est de la propagande là, carrément. Bon, très bien. Ça sera étayé par une analyse. Oui, j'espère bien, j'y compte bien. Les coups de cœur, le coup de cœur de Maïssa. Alors moi, c'est un site qui promeut l'artisanat, d'accord? Ça s'appelle Fez Online. Je vous en parlerai bien tout à l'heure. Et le coup de cœur d'Hamou. C'est un écrivain comorien qui publie un premier roman, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Très bien, ça donne envie. On va parler dans l'actualité aujourd'hui. Tiens, j'ai choisi deux sujets qui n'ont certes rien à voir et puis surtout qui changent un peu de ce qu'on peut entendre ce matin. Alors c'est vrai que vous avez vu qu'Arviel là, il s'est pris 1 million apparemment. 1 million qu'il doit rembourser à la Société Générale. Puis Jean-Marc C'est moins pire, hein. Ouais, c'est moins pire. Jean-Marc Morandini mis en examen, lui, de son côté. Mais c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler. C'est de ce qui se passe entre la Belgique et la France. Puisque on a appris, il y a c'est une affaire qui vire plutôt à l'incident diplomatique entre la France et la Belgique. Des policiers français ont surpris des policiers belges en train de déposer un groupe de migrants au bord d'une route française. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, donc fait part de son mécontentement, incident que relativisent les autorités belges. On en reparlera parce que les relations n'ont pas toujours été très très bonnes, y compris au lendemain des attentats. Et pourtant, on nous a fait croire le contraire. On parlera aussi de la passe d'armes entre les deux favoris à la primaire de la droite. Alain Juppé dénonce la nullité du débat politique après les propos de l'ancien président sur les Gaulois. Qu'il ne se gêne pas pour relever le débat, lui rétorque Nicolas Sarkozy. Voilà, donc là les hostilités sont bel et bien lancées. C'est parti entre les deux favoris donc de cette primaire. Mais pour l'heure et avant de commencer cette émission, tout de suite voici le zapping que je vous demande d'écouter attentivement. Le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, comme à la radio, comme sur Internet. Et on va parler de Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement. On ne sait pas s'il a révisé avant de venir, mais Stéphane Le Foll a marqué le compte-rendu des ministres le jeudi 22 septembre. Par son érudition, il a en effet remonté l'histoire de France, de la préhistoire à l'arrivée des Francs avec une facilité qui a fait sourire l'auditoire. Une petite leçon d'histoire qui,
lui permet de se moquer bien sûr des déclarations de Nicolas Sarkozy sur nos ancêtres les Gaulois. Écoutez plutôt. L'histoire de la France, alors c'est vrai, il y a plein de choses qui se sont passées en France. Si je regarde l'histoire, je vais faire un peu comme François Mitterrand, mais je vais même en rajouter, parce qu'en fait, on a eu des Néandertaliens en France. Après, il y a eu les Homo sapiens. Après, il y a eu effectivement des Gaulois, qui étaient des Celtes d'ailleurs, et qui venaient du Danube. Donc de la Hongrie, Roumanie, ils sont partis de là, les Celtes, quand ils ont conquis l'ensemble du continent européen, et donc quand ils sont arrivés en France. Et alors dans les Celtes, il y en avait un paquet. Par exemple, rien qu'en Bretagne, vous aviez 4 grands peuples, les Osismes, c'est le Finistère, les Coriosolites, magnifique nom, les Vénètes sur le Morbihan, les Rudones sur la partie qui correspond à l'Ille-et-Vilaine. Pour ce qui me concerne, le Mans, ça vient de Cénoman, les Aulerques Cénoman, peuple sévère, avec le lerque magnifique qui a été battu, les Parisis, les Tectostages qui étaient plutôt sur le sud-ouest de la France, les Allobroges, alors eux ils étaient en montagne et dans les Alpes, les Sénons, les Boyens, les Eudins bien sûr, les Avernes, les Séquanes qui avaient fait des choix un peu tordus, les Helvètes qui ont failli venir mais qui ont été battus par les Romains. Donc après il y a les Romains qui sont venus, donc on est passé de Celtes, Gaulois à Gallo-Romains, puis après les Romains, alors là on a eu le paquet des Germains. Alors dans le paquet des Germains, il y en avait un sacré paquet, parce qu'il y avait les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, il y avait les Alamans, il y avait les Vandales, c'était les plus terribles, les Burgondes, il y avait les Alains, et puis il y avait les Francs, qui ont fait la France. Bon, puis après, il y a eu d'autres histoires, je peux revenir sur ce que disait François Mitterrand, portugais, italien, polonais, asiatique, africain, maghrébin. La France, c'est un arbre, avec des racines partout dans le monde. Belle leçon d'histoire donc signée Stéphane Le Foll, puisqu'il s'adressait donc indirectement à Nicolas Sarkozy. On va parler de Nicolas Sarkozy justement, puisque hier soir dans le petit journal de Cyril Eldin sur Canal+, les images d'un meeting de Nicolas Sarkozy où le journaliste Louis Morin est allé à la rencontre de certains jeunes bien placés durant le discours. Problème, aucun d'entre eux ne semblait réellement intéressé. Voilà pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez été derrière lui? Totalement par hasard. Il leur fallait quelqu'un et moi... Ils ont pas assez de monde parmi leurs militants? Apparemment non. Enfin le gars à côté de moi il était pas non plus pour... Enfin ils l'ont pris par hasard aussi donc... Je vous avoue que j'ai pas écouté parce que j'écoute pas Nicolas Sarkozy. Moi je soutiens Jean-François Copé et je suis venu là juste pour saluer mes potes et c'est tout. Vous a convaincu Nicolas Sarkozy? Pas du tout. Vous étiez là pourquoi? Pour rigoler. Pourquoi vous étiez ici? Dans le cadre de nos études. Vous êtes venu pourquoi ici au meeting de Nicolas Sarkozy? Parce que j'avais jamais vu de meeting politique avant, à part celui d'Emmanuel Macron, et que ça m'intéressait de voir ce que ça faisait en vrai. Il vous a convaincu? Absolument pas. Voilà pour les jeunes donc qui participent au meeting de Nicolas Sarkozy. On va aller vers un autre parti qui change et qui tente de changer un peu son image. Seul problème, c'est que chez les militants, c'est pas vraiment ça. C'est donc l'émission quotidienne de Yann Barthès sur TMC qui est partie à la rencontre des militants du FN. Et alors là, il vaut mieux prendre ça avec beaucoup d'humour. Alors je propose d'écouter quelques extraits, c'est incroyable. On sait même pas d'ailleurs pour cette militante que l'on va écouter, islamophobe, ça veut dire être pour les musulmans. Elle a rien compris. Alors, les médias journalistes, comme vous, je pense qu'ils sont tous bobos, socialo-écolo, islamophobes. Islamophobes? Oui. C'est-à-dire contre les musulmans? Non, pour les musulmans. Ah, donc islamophile? Oh, islamophiles. C'est quoi le problème aujourd'hui pour vous? C'est l'immigration, avec ceux qui arrivent, avec les enfants qu'ils font. Demain, on sera minoritaire et demain, on sera l'islam. Le pays, c'est plus trop la France en fait. On est bouffé par l'islam, ça fait peur. Ils veulent être musulmans, rester avec tout ce qui est ramadan, tout ce qui est culturel dans leur pays, mais le faire ici, donc c'est pas possible, qu'ils retournent chez eux. Et ils le disent qu'ils viennent pour prendre la France, l'Europe et tous les pays. Et qui dit ça? L'islam. C'est quoi le principal problème de la France pour vous aujourd'hui? Eh ben, vous voyez qu'on est envahi. Par qui? Vous voyez bien par qui. Il y a pas tous les pays d'Afrique. Quand vous voyez des musulmans dans la rue, vous vous dites quoi? Ah ben j'ai peur. J'ai peur, je baisse les yeux. Pour moi un musulman est un musulman et un français est un français. J'aime les Arabes qui sont comme nous. Ils ne vivent pas comme nous, ils sont en dessous de nous. Quand vous dites qu'ils sont en dessous de vous, qu'est-ce que vous voulez dire? En dessous de nous, ils sont pas fins comme nous, ils sont pas intelligents comme nous, ils sont pas comme nous, ils sont sauvages. Et à la sortie du meeting, on a même vu un geste, comment dire, ambigu. Mais je prends l'air, mais laisse-moi faire. Ah, il va foutre
Mais sinon, ils sont apaisés. Ils sont très 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 apaisés. Voilà, ça méritait bien au moins 2 secondes de blanc. Bon, c'était des militants FN, hein. Faut mieux en rire qu'en pleurer quand même. Bien sûr. Abou, Maïssa, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce zapping? Ah, beaucoup de choses. Déjà, la première, c'est, on va dire que Sarkozy achète entre guillemets ses militants, etc. C'est vraiment risible. Quand on voit tout le show qu'il fait à la télévision et qui fait entre guillemets son coq, à toujours se pavaner comme étant le best de la communication, le grand du sensationnel. D'accord. Quand on voit que derrière on va demander à des pseudo militants, qu'est-ce que vous faisiez là? Oui, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Voilà ce qui s'est passé finalement pour eux. Donc je trouve ça vraiment risible. Ah bon? Bon, ça serait risible si c'était pas l'avenir de la France qui va se jouer dans ce genre de magouille, quoi. Moi, ce qui me consterne, c'est ce que ça montre en fait sur le niveau général de ce qu'on présente à la télévision, qui reflète le niveau général du débat. Je suis assez proche de ce que disait Juppé tout à l'heure sur Twitter en disant que c'était absolument nul. Donc je n'ai qu'une seule chose à conseiller à nos auditeurs: fermez la télé, écoutez France Maghreb 2, et je pense que vous en sortirez dans un meilleur état. Alors, je suis d'accord avec toi. À part ça, il y a Montebourg qui est passé hier. Il n'est pas passé au zapping, c'était tellement chiant que personne n'a écouté. Voilà, c'est ça. Arnaud, faut te reprendre. On écoutera un auditeur d'ailleurs qui a regardé pour nous. Il fera le commentaire. Abdel d'Orléans, sympa Abdel d'Orléans, sympa Abdel. Les auditeurs aussi regardent des émissions et puis nous font un petit peu le. On recevra François Cros de l'Institut IFOP pour parler donc de ce rapport, de cette étude, de ce sondage sur l'islam. Un rapport qui fait 130 pages quand même. Tu l'as lu, Amou? Non, je l'ai pas lu intégralement. J'en ai eu une. Un résumé de 2 pages. Non, je pense que c'est 4 ou 5 pages que j'ai. Ah, quand même. T'as été courageux. Maïssa, tu l'as lu? C'est passionnant à lire, hein. C'est extrêmement passionnant. Ah oui? Oui, je pense que ça ne mérite pas de caricature. Je pense que c'est vraiment un travail qui a été fouillé par quelqu'un qui connaît son sujet. Et en gros, les lignes de force, tout le monde les a en tête. Mais quand on les chiffre, quand on les quantifie, on voit que la photographie que l'imaginaire donne de l'islam de France est une photographie qui est complètement tronquée. Il y a autour de 4 millions de musulmans en France, pas 6, par exemple. Ça, c'est quand même un point important. Il y a, grosso modo, une très grande envie de la France parmi les musulmans de France. C'est pas du tout ce qu'on ressent quand on regarde la télévision. Il y a la pub. Voilà, il y a la pub. Ouais. Donc on y va, là. À tout de suite. Amou Bouakaz et Maïssa Leroy sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 pour commenter l'actualité avec nous. Une actualité chargée, bien entendu, comme tous les jours en ce moment. On s'ennuie pas, hein, avec les primaires, avec toute cette échéance électorale qui s'annonce en France. Et il y avait, comme tu le disais tout à l'heure, Amou Montebourg hier à la télévision, qui était donc le deuxième invité de cette nouvelle émission lancée la semaine dernière, inaugurée avec Nicolas Sarkozy. J'en profite pour glisser au passage que Alain Juppé, lui, sera l'invité le 6 octobre prochain. Donc hier c'était Montebourg et donc Abdel d'Orléans, notre auditeur, a regardé et puis il va nous expliquer. Salut Christophe, salut mes amis. Salut Christophe, salut mes amis auditeurs auditrices, Abdel d'Orléans. Oui, voilà Christophe, je vais rebondir un petit peu sur le petit débat qu'il y a eu avec Montebourg, avec Pujadas sur France 2. Sincèrement, je suis pas resté longtemps devant la télé, hein. J'ai zappé rapidement parce que à voir ce gars-là parler, j'ai l'impression qu'il a aucun programme. Il tape dans le vent, quoi. Voilà. Mis à part ça, je veux dire Christophe, ouais, c'est vrai que tu avais dit que tu passerais au niveau des messages la crème des crèmes. Je suis d'accord avec toi. Bon, c'est vrai qu'il faut pas passer le message et les insultes, mais moi je comprends les gens quand ils te disent au téléphone sur le répondeur que qui insultent, ils insultent en fait, ils s'emballent. Pourquoi? Parce que ils sont tellement insultés dans ce monde-là. Les musulmans, stigmatisation, islamisme, Zemmour qui balance de tous les côtés, on lui dit rien. Donc tu comprends Christophe, pour que les mecs ils s'emballent sur les répondeurs, pardon. Donc voilà. Mais tu as raison de pas passer les messages agressifs ou voire haineux. Ceci dit, je vais passer un grand bonjour à Amar. J'espère qu'Amar, tu m'as pas oublié. Ah, j'attends ton petit bonjour. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. À ton équipe, Christophe, je les salue tous. Continuez comme ça. Superbe équipe. Et concernant Zemmour, j'aimerais bien qu'un jour il y en ait un qui lui mette un petit procès au cul. Hein. Bon, nous on est tout petits, on sait pas faire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi l'assassin qu'il faut
il faut déposer plainte et puis leur demander d'attaquer ce gars en justice, comme ça qu'il a fermé une bonne fois pour toutes. Et je voudrais aussi parler aussi de ce monsieur Morandini. À la télé, ils ont marqué des paroles assez gentilles. Il faut savoir, mes amis, que c'est agression sexuelle sur des mineurs, ce qu'il a fait. C'est bien agression sexuelle sur des mineurs. Alors c'est pédophile, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Donc voilà, je vais terminer sur cette note-là qui est pas très bonne. En vous souhaitant à tous un agréable week-end. Il va faire super beau. Donc je sais pas si on est Christophe au niveau du foot, PSG. Ben Arfa, il a pris un petit peu du derrière, là, faut faire le gras double qu'il les fasse fondre un petit peu pour faire gagner PSG. Mais apparemment, ça va un petit peu mieux du côté de PSG. Christophe, à toute ton équipe, une bonne journée et puis un bon week-end. Merci Abdel. Voilà, il nous a fait une petite revue de presse à lui tout seul. Oui, alors Morandini a été mis en examen cet après-midi pour effectivement les faits dont Abdel auxquels il faisait référence par rapport à des castings et donc des comédiens qui auraient subi des actes sexuels, et ces comédiens d'ailleurs étaient mineurs, donc une sale affaire dans laquelle il est trempé à la base apparemment à la base d'un règlement de compte entre plusieurs animateurs, dont Fogiel d'ailleurs. Ah bon? Donc c'est une bataille entre les deux d'ailleurs, tu sais, qui se détestent parce que Fogiel reprochant à Morandini d'appuyer sur les mauvais scores qu'il faisait avec son émission de télé sur France 3 l'année dernière, des échanges de SMS, bref, c'est une sale affaire, franchement vaut mieux pas y rentrer, et que la justice fasse son travail. Nous on ni dans Morandini ni dans Fogiel, on rentre dans personne, hein. Absolument. On va pas s'occuper de ça, nous. Alors, excusez-moi, c'était la blague pour ceux qui ont encore un potache, peu d'humour. la blague potache sur France Maghreb. Il fallait qu'il nous la fasse, on y a le droit. Je suis désespéré. Bon, il y en a qu'un dans l'équipe qui peut faire des conneries comme ça. C'est toi. Mais par ailleurs, mon ami Abdel, je peux me permettre de te dire un truc. C'est bien fait pour notre gueule. C'est bien fait pour notre gueule. Si Zemmour il continue à nous vomir dessus, c'est parce qu'on est des bons à rien. On est 4 millions en France. On est incapable d'avoir un média de taille. On est 4 millions en France. On n'est pas capable d'envoyer 10 000, 20 000, 30 000 messages à RTL en leur disant ça c'est vrai, mais ça, si vous continuez de diffuser ce Zemmour, nous on zappe. Vous voyez? Donc moi je veux bien qu'on aille regarder en disant oui on est des petits, on peut rien faire, mais je suis désolé. Oui, y a pas assez d'action. Moi j'ai été en responsabilité, et ceux qui m'ont savonné la planche en premier, ce sont les miens. Je ne cesserai de le dire. Donc croyez-moi, il y a un moment donné où si on peut prendre le coup qui va nous permettre de couler et de relever la tête, eh ben moi je l'attends. Je veux vous dire, le CCIF aujourd'hui, ils ont porté plainte, ils ont envoyé des tonnes de mails à RTL. Eh ben c'est comme ça qu'il faut qu'on procède. Donc j'appelle tous les auditeurs de France Maghreb à adhérer au CCIF massivement. On peut penser ce qu'on veut du CCIF. Je suis pas toujours pour ce qu'ils font, mais au moins c'est pas des gens qui donnent le dos, c'est des gens qui se lèvent, qui se battent et ils prennent les coups qu'ils méritent s'ils doivent en prendre, mais au moins ils assument. C'est des régions. Oui, mais c'est en train de se faire. Pourquoi t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que on est tout le temps. En fait, la communauté maghrébine ou musulmane ou peu importe, elle est tout le temps stigmatisée. Ça veut dire non seulement de l'intérieur par les acteurs de la communauté en disant que cette communauté ne fout rien, et de l'autre côté par finalement les médias, les gens de pouvoir qui disent mais regardez-moi cette communauté qui est même pas capable de se défendre, on peut lui cracher dessus, etc. Mais le truc, c'est que finalement aujourd'hui il y a des personnes qui ont un certain pouvoir, et quand bien même là maintenant on s'allierait à être énormément pour justement contrer ce pouvoir-là, ben on a encore peu. Mais ça on peut faire 100 députés en France. Si on est simplement mais les gens un peu n'ont pas malin, compris la politique, si on pèse, mais ça c'est volontaire. Si on peut faire 100 députés, moi je dirais sur France Maghreb 2 pour qui il faut voter, pour qui il faut pas voter. Non mais les enfants ils comprennent pas, il y en a qui ils baignent depuis toujours dans la politique et ils comprennent l'importance de la politique. Et moi aujourd'hui mes enfants je leur inculque l'importance de la politique. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas dans cette priorité là. Ils sont déjà dans une priorité d'acceptation, de vivre dans cette société entre guillemets, etc. Tu vois, il y a Maïssa, les Juifs dans les années 30 arrivaient de partout, ils étaient pauvres, ils étaient stigmatisés, on leur tapait sur la tronche du matin jusqu'au soir. Solidaires. Ils ont pris une grande claque dans la tronche qui leur a fait comprendre que c'était sur eux qu'ils devaient compter. Et aujourd'hui, voilà, regarde où ils sont. Mais regarde comment ils sont organisés. Tu penses que les Maghrébins, les musulmans, ils sont pas mangés des claques et des claques. On est parti les coloniser, on les a traités comme des chiens, on les a remontés ici. Alors à quand le Fonds social musulman unifié? À quand?
À quand nos maisons de retraite? Oui. À quand? Ah oui, clairement. Bon, on attend quoi là? Bah oui. On attend d'être pogromisé, ça va venir. Non, mais on a débilisé toute une génération aussi, il faut dire ce qu'il y a. Ça, ce travail-là, il est fait depuis longtemps. Ça n'existe pas. Moi, je connais pas on. C'est qui on? Bah, c'est tous ceux qui ne veulent pas justement que cette communauté musulmane monte et donc toi, moi, mon père, ma mère, tu vois. Donc c'est à nous aussi. Mais ils avaient d'autres. Oui, bah oui. Après nous, on agit. Maïssa, sur le fait, et Abou a raison sur le fait que on est nombreux à gueuler. On est nombreux à protester, nombreux à jouer la victime, mais on n'est pas nombreux à agir. Bah, aujourd'hui, c'est un manque d'action que pointe Hamou au travers de ce coup de gueule. Je suis d'accord. C'est très facile aujourd'hui d'aller sur les réseaux sociaux pour aller voir ce qu'a fait le mariage ou le divorce de je ne sais plus qui là, comment il s'appelle, Brad Pitt, et commenter tout ça. Il est encore plus facile d'aller sur Twitter, Facebook, d'interpeller aujourd'hui les médias. C'est très facile. Sur Twitter, sur Facebook. Regardez ce que fait Siam Asbag et les gens là qui travaillent avec elle. Ils font pied à pied, tweet après tweet, tweet après tweet. Alors moi je suis pas toujours d'accord avec Siam, mais respect. Ça c'est des gens qui se laissent plus marcher sur les pieds. Ils laissent rien passer. Ils laissent rien passer. Ils ne lâchent rien. Exactement. Et je vois pas pourquoi on serait pas tous derrière. Par parenthèse, ceux qui, comme Siam, sont en avance, bah, je leur lance un appel pour qu'elles forment tous les autres à être exactement pareil. Des agents de propagation. Dans alors les après, camps de la décolonie. Voilà. Après, moi, là, j'ai un débat sur savoir si on doit complètement rompre avec l'universalisme français ou si on doit se nourrir des valeurs de la France pour prendre notre place. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête c'est nous qui tenons notre destin entre nos mains. Oui, bien sûr, mais ça là-dessus je te rejoins, mais après je pense qu'il faut quand même être un petit peu pas bienveillant, mais bon, ça sert à rien, ils entendent ça depuis toujours, ils sont habitués en fait à ce discours-là comme quoi c'est des incapables. Inscrivez-vous sur les listes électorales déjà. Oui, ça c'est très important. Ah oui, massivement, et arrêtez de me dire quand je vous croise dans la rue, ouais, ça sert à rien de voter. Non. Ouais, mais après donnons-leur l'envie de voter aussi. Ils ont pas envie parce qu'ils sont pas représentés, faut leur je vais vous dire, voilà, l'envie de voter, c'est très simple hein. Quand Delanoë était à la mairie de Paris, on a créé un institut des cultures de l'islam. Maintenant qu'Anne Hidalgo est à la mairie de Paris, elle a enlevé 15 millions d'euros à l'Institut des cultures d'islam. Elle a donné 25 millions d'euros à Monsieur Pinault pour qu'il fasse une fondation d'art contemporain. Choisis ton camp, camarade. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Si vous souhaitez évidemment intervenir, d'accord ou pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, vous nous appelez 08 92 23 99 50 lgf@francemaghreb2.fr, mobile répondeur aussi, 06 18 21 56 41. Et quand je parlais de la crème des crèmes des messages, effectivement, Abdel l'a signifié. Tout ce qui comporte des insultes et des appels à la haine, ça n'a pas lieu d'être, ça dégage à la poubelle. Donc voilà. Et puis sur Facebook, bien sûr, vous pouvez réagir sur le post en question sur la page Facebook France Maghreb 2. Allez, on va y aller pour les avis tranchés. Puisqu'on est galant, on va commencer par Maïssa. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Voilà, donc les avis tranchés, vous avez l'habitude de les retrouver, ils sont très 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 diversifiés, hein, ces avis tranchés, de la part et par nos chroniqueurs, de la team du Grand Forum bien sûr. On va pouvoir un petit peu voir ce qui se passe du côté de chez Maïssa avant de découvrir Hamou dans un instant. Donc Maïssa Leroy qui est avec nous et qui nous a fait un avis tranché qui s'appelle donc Liberté, égalité, fraternité, heureusement. Eh bien, on est tous oui. Tu sais, Christophe, je me dis que je suis chanceuse de vivre dans un pays dont la devise n'est autre que liberté, égalité, fraternité. Surtout quand je vois chaque jour en France cette devise respectée. L'idée de liberté est un des grands principes de 1789. Elle figure dès l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. T'imagines un peu que le principe de la liberté ne soit pas respecté? Ce serait comme interdire à une femme de s'instruire sous prétexte qu'elle est visiblement adhérente à une religion, ou encore lui interdire l'accès à certains espaces publics comme une plage. Mon Dieu, sans vouloir entraver la laïcité. C'est insensé, n'est-ce pas? Après, tu as aussi un autre article dont je suis fière, qui te dit nul ne peut être accusé, arrêté et détenu dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Il s'agit ici de la liberté individuelle face à la police et à la justice. Heureusement qu'on a des écrits comme ça. Non mais t'imagines un peu, dans le pire des cauchemars, un jeune homme se ferait arrêter sans grande raison valable pour se faire tabasser et décéderait des suites de ses blessures en toute impunité parce qu'il s'appellerait Adama Traoré, Amin Bentounsi ou Ziyed Ebona?
On est en France, voyons, pas de ça chez nous. Quel privilège que de vivre dans un pays où l'égalité des droits figure dans le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il interdit l'existence des privilèges qui étaient à la base de l'organisation sociale de la France avant la Révolution, bien sûr. Tu comprends? C'est complètement improbable qu'une personne qui vole du riz et des pâtes soit condamnée à 2 mois ferme de prison, alors qu'une personne qui a toute une batterie de casseroles puisse prétendre à nouveau à la présidence de notre pays. Ce serait comme dire que tout le monde n'a pas le droit à la même éducation, à certains logements dans certains quartiers, ou au même revenu en fonction de son sexe. Non, mais tu vois le truc. Et pire encore, des médias qui soutiendraient les injustices par leur sélection de sujets abordés et leur propagande totalement assujettie aux idées du gouvernement. Non. Ah, l'idée de la fraternité, qui fut portée par la grande vague révolutionnaire. En France, les républicains de tendance socialiste souhaitaient que la révolution profite aux plus défavorisés. Ils luttaient pour imposer le droit au travail ou le devoir pour la communauté nationale de prendre en charge ceux qui sont dans le besoin. C'est comme si aujourd'hui, des manifestations de plusieurs semaines avaient lieu contre une loi socialiste, totalement en désaccord avec les principes d'égalité, car favorisant des grands patrons, et que malgré le désaccord majoritaire, le gouvernement faisait passer par 3 fois le 49.3. On est d'autant plus chanceux que ces 3 principes sont codépendants. Du coup, une liberté sans égalité y ferait régner la loi du plus fort, big up aux meurtriers et aux gens de l'ombre qui votent des lois auxquelles ils ne seront jamais confrontés. L'égalité sans la liberté, c'est renoncer à la diversité et à sa grande richesse. Big up à toutes ces minorités discriminées parce que le compte de papa et maman n'influence pas les décideurs. Le tout sans fraternité, c'est l'individualisme pur. Big up à tous les migrants qui viennent, car nous sommes responsables de guerre dans leur pays. Mais à qui nous rétorquons qu'il n'est pas possible d'accueillir toute la misère du monde et qui se voient traités de façon inhumaine à Stalingrad, à Calais ou sur des autoroutes françaises. Big up à la liberté, égalité, fraternité promue par Zemmour, Sarkozy ou Valls. Bravo à vous pour le respect de cette constitution. Constitution qui naquit, je vous le rappelle, du soulèvement des peuples qui n'en pouvaient plus des injustices perpétrées par les rois et leurs cours avides de pouvoir et de biens. J'ai omis de citer l'article 68. Qui est à mon sens d'une grande importance. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement de ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc big up au programme non respecté. Bref, tout ça pour présenter toutes mes condoléances à ma liberté, égalité, fraternité. Waouh. Alors là, c'est de la vie tranchée quand même, hein. Amou, je suppose que ça t'a fait réagir. Auditrice, auditeur, je suis dans un grand souci. Parce que comme j'ai pas écrit mon texte, ça va se voir. Non mais enfin, ça va s'entendre. D'abord, sur cet avis tranché, extrêmement tranché, je tiens à dire que je suis d'accord, mais vous avez oublié un point important. Ah. La France, c'est aussi le pays de Tartuffe. C'est-à-dire cacher ce sein que je ne saurais voir. Donc, si tu fais des trucs, mais que tu te fais pas passer, eh ben ça marche. Oui. C'est comme ça que, écoute, je te nomme ministre du budget, je sais pas que t'as fraudé, tu te débrouilles pour que personne ne sache, oui. Et puis après tout va bien. Puis après il y a un mec qui s'appelle Edoui Plenel qui fait monsieur il a fraudé. Non, si monsieur il a fraudé. Bon ben il démissionne. Il m'a menti, je savais pas. Ouais, et il y en a que des comme ça toute la journée. Bah oui. Hein? Oui, mais en même temps, hein, il y a le système est fait pour que tout soit bien caché. Dès qu'il y a une personne qui est sur le point de révéler des choses, bah à ce moment-là, celle-là, on lui met bien la pression. Je pense à un cache investigation, par exemple. Oui, mais comme dirait Le Drian à New Delhi, il faut de temps en temps savoir rafaler sa fierté. Hein. Ah bah ouais. Ah oui. Ah ouais, non, elle est bonne celle-là. Oui. Non mais 36 rafales, les gars, ça va faire du boulot pour Dassault. Hein. Oui. Bon, t'achètes pas vous trouver sous les bombes ou alors des cousins ou des copains à vous, mais bon, voilà quoi. Quand je pense qu'en 1982, quand Mitterrand est allé au salon du Bourget de l'armement, il a demandé qu'on retire les armes de sous les avions pour pas qu'ils les voient. La gauche a bien changé, mes enfants. Mais alors, au-delà de ce qu'a voulu faire passer comme idée Maïssa sur la liberté, la légalité et la fraternité, qui est quand même bien boifoué quand même dans ce pays. On en est très loin de ce que nous a dit Maïssa là, m'a fait un peu rêver. J'avais l'impression de pas vivre dans le même pays qu'elle là. La devise, c'est un idéal, hein. Donc non, moi je pense qu'effectivement on peut effectivement considérer que ces 3 vertus ne sont pas respectées. Mais il faut bien comprendre que on est dans un pays où il y a des tas de contradictions partout
Et dans l'ensemble, quand même, quand on compare avec les autres pays du monde, la France est quand même un pays dans lequel ces vertus, même si elles sont contestées, même si elles s'appliquent pas tout le temps, elles tendent quand même à s'appliquer. La preuve, c'est que Maïssa peut tenir une telle chronique sur cette radio sans être inquiétée. Seulement, effectivement, elle a raison d'attirer la vigilance de chacun, parce que ce sont des vertus qui sont toujours contestées par ceux qui ont les postes, ont les places, ont les privilèges, ont les avantages. Dès lors qu'ils sentent qu'il y a des gens qui veulent accéder au débat public, qui veulent aussi accéder aux responsabilités, ben ils se crispent, et qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, ils agissent non plus en progressistes, mais en rentiers conservateurs. Donc effectivement, je pense que moi j'ai rien à enlever à sa chronique, mais disons que il faut quand même la tempérer par le fait que quand même en France, il y a quand même beaucoup de mécanismes qui permettent d'obtenir réparation, même si c'est pas toujours le cas. Oula, non, on se souvient de Ziad Bouna qui... Oui, voilà, il y en a trop des phénomènes comme ça. Grâce à Adama Traoré, par exemple, la dernière en date, quoi, l'exemple en date. Mais j'espère bien que la justice donnera raison à sa famille. Mais moi je pense que la corruption, etc., ça existait depuis toujours, sauf que maintenant, avec Internet, l'information, elle se propage à une grande vitesse, et du coup, on peut plus faire comme si ça n'existait pas. Quand il y a une photo qui est prise d'un rapport, ou je sais pas, et que ça tourne, bah, la personne, elle peut plus rien faire, les faits sont là. Donc du coup, je pense que les réseaux sociaux et notre bonne connaissance et notre capacité virale vont faire que ça va s'améliorer, que ces vertus vont pouvoir s'exercer. Mais il y a une seule chose qui me paraît importante aussi de dire, c'est que c'est bien de faire le constat de la difficulté pour les gouvernants français d'appliquer ces vertus, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est aussi individuel. C'est-à-dire que nous tous, on doit savoir si on est capable d'appliquer à nos prochains ces vertus. Est-ce qu'on est fraternel avec nos prochains? Est-ce que quand on est en capacité d'exercer la liberté, est-ce qu'on l'exerce valablement? Moi, je veux bien qu'on donne des leçons à Valls et à Sarkozy et aux autres, mais je dirais que celui que je peux changer par définition, c'est moi-même. Et donc tous les jours, moi, je m'efforce d'être plus fraternel que la veille, et j'y réussis pas tous les jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, l'étude comportementale sur Amou Bouaka, ça va, Maïssa, ça se profile bien là? Oui, très bien. Ouais. Bon, très bien. Il a du mal à regarder en face son interlocuteur, ça c'est déjà. Allez, déjà un on point qu'il a enchaîne. noté. Amou, avec un avis tranché, non préparé, je tiens à préciser, totalement improvisé. Donc on t'écoute, mon ami. Chers auditeurs de France Maghreb 2, le drame, c'est que ce pays repose sur l'élection d'un homme, d'un sauveur suprême, d'un homme qui détiendrait le pouvoir de rendre votre vie plus agréable ou plus sinistre. Cet homme, c'est le président de la République. Tout se passe comme si le président actuel et son prédécesseur avaient décidé tacitement de s'accorder une revanche. Chacun dans sa position met tout en œuvre pour avoir l'autre comme challenger. D'où la préparation du missile Macron à gauche, destiné à aspirer les voix d'Alain Juppé. D'où l'énergie des médias à propulser Nicolas Sarkozy comme l'homme qui fait les débats, l'homme autour de qui toute la vie politique s'articule. Le pari de l'un et de l'autre est qu'ils vont se retrouver face à Marine Le Pen et qu'ils vont être élus dans un fauteuil. Le problème, c'est que c'est pas dans un fauteuil qu'ils vont s'asseoir. C'est sur notre liberté, c'est sur notre avenir, c'est sur le futur de nos enfants. Vous qui ne voulez pas d'une France où tous les conflits s'attisent, d'une France où le racisme a droit de citer sur tous les médias, d'une France où corruption et amnistie rythment la vie politique, d'une France où vos libertés individuelles, vos droits sociaux seront bafoués. Vous, d'un autre côté, qui ne voulez pas du cynisme au pouvoir, qui ne voulez pas de la victoire du meilleur des moins bons, qui ne voulez pas des promesses faites en campagne et enterrées dès l'élection, qui ne voulait pas d'une absence totale de politique étrangère,
qui ne voulait pas d'un abaissement de la France dans le monde, qui ne voulait pas entendre parler de rue du cirque et de casque, il vous faut absolument faire en sorte que le challenger de Marine Le Pen ne soit ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande. Bien sûr, vous allez me dire, il se peut que Marine Le Pen ne soit pas au second tour. Mais pour travailler, je prends toujours les pires des hypothèses. Pour que le challenger de Marine Le Pen ne soit ni Hollande, ni Sarkozy, il faut d'abord faire en sorte que le challenger de Marine Le Pen ne soit pas Sarkozy. Pour que le challenger de Marine Le Pen ne soit pas Sarkozy, il n'y a qu'une seule et unique solution. Il faut que Sarkozy ne gagne pas les primaires. Sarkozy a compris comment les gagner. Il tente de se rallier le plus possible des voix de la droite et un maximum des voix de l'extrême droite. Il espère que ces coups de menton dégoûteront les gens d'y participer et ainsi capitaliser sur son choix politique. Nous devons, en lucidité, contrecarrer cette initiative. Comme souvent en France, l'avenir va s'écrire grâce aux franco-maghrébins, aux Africains, aux handicapés, à tous ceux qui sont victimes de la dictature de la norme. J'appelle chacune et chacun de ces hommes et de ces femmes à s'inscrire, à voter aux primaires et à voter pour Alain Juppé au moins au deuxième tour. Et comme avec les deuxièmes tours, on n'est jamais trop prudent, CF Jospin 2002, pour ma part, j'irai m'inscrire aux primaires de l'UMP et je voterai Juppé au premier et au second tour. Vous allez me dire, mais tu es fou, tu n'es pas de droite. Oh non, je ne suis pas de droite. Précisément, je suis de gauche. Je veux redonner un espoir à mon camp politique. Pour ce faire, il nous faut élire un président qui rassemble, un président qui apaise, un président qui redonne une politique étrangère à la France, un président qui redonne du crédit à la fonction présidentielle, et que cela me plaise ou non, aujourd'hui, ce président, il n'a qu'un seul nom, c'est Alain Juppé. Amou Bouakaz, juppéiste donc. Lucide, presque cynique, mais juppéiste. Maïssa ? J'entends bien, je suis d'accord pour le fait de se lever, d'aller voter, de s'inscrire, etc. Après, est-ce qu'Alain Juppé va vraiment remonter les faveurs des minorités ou des discriminés, des différents? Je doute. Je pense que quand on passe à la présidence, à un moment, il y a des lobbying qui sont en place et ces lobbying-là prennent le pouvoir. Et ça n'est qu'une marionnette parmi tant d'autres, comme l'a été Sarkozy qui participe finalement au jeu de marionnettes, comme l'a été François Hollande qui a été la pire des marionnettes, et comme l'ont été certains avant aussi. Mais ça, je me suis trouvé, moi, au cabinet du maire de Paris, qui a succédé à Jacques Chirac. Bon, il y a eu un intermède Tibéri un peu dramatique. Oui. Amou, est-ce que tu peux nous réserver ta petite anecdote juste après? Parce que là, j'ai la pub, comme ça on la glisse tout de suite. Et dans un instant aussi, on aura avec nous Tarek Mami qui est arrivé en studio, avec qui on va parler beaucoup de ce rapport sur l'islam de France, avec notre invité François Cros de l'Institut IFOP, pour parler de ce rapport, de cette étude sur France Maghreb 2. Bougez pas, on est là. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Amou Bouakaz et Maïssa Leroy qui est avec nous avant d'accueillir Tarek Mami. Amou, tu souhaitais nous parler d'une petite anecdote? Oui, je disais que quand je suis arrivé à la mairie de Paris, Delanoë avait succédé à Jacques Chirac. Et j'avais coutume de dire, sur le handicap, à la mairie de Paris, Chirac fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis Chirac a été élu président de la République et à l'Élysée, il a fait tout ce qu'il fallait faire. On peut dire ce qu'on veut. J'ai jamais voté Chirac. Enfin si, en 2002, mais j'ai fait en sorte de ne pas voir quel bulletin je mettais dans l'urne. Bon. Mais Chirac n'a pas envoyé la France dans le Golfe. Je ne suis pas sûr, je l'ai déjà dit sur cette antenne, que si la gauche avait été au pouvoir, on aurait eu la même politique. Chirac a tâché de changer la vie des personnes handicapées dans ce pays. Voilà, c'est factuel, je n'y suis pour rien. Ça ne m'arrange d'ailleurs pas, parce que je suis un homme de gauche. Mais je veux dire qu'il y a des présidents qui ont des politiques, qui ont des marqueurs. Aucun n'a été excellent, ne m'a convaincu sur tout. Mais un président comme François Hollande, qui aujourd'hui parie sur l'incurie des autres pour se faufiler,
qui passe plus de temps avec des journalistes qu'avec ses concitoyens, qui dit « Ah, les attentats, c'est le seul moment où j'ai été bon », et tant d'autres phrases qui l'autorisent à publier, c'est un niveau de cynisme que je ne peux pas accepter. Et quant à Nicolas Sarkozy, qui a promu la diversité avec une Rachida Academy, qui a été d'un cynisme absolu, recevant Kadhafi à l'Élysée ou dans une tente juste à côté et le faisant liquider 2 ans plus tard pour des motifs sur lesquels on n'a toujours pas le fin mot, pour moi, c'est l'abaissement de la France. Et je pense que si Alain Juppé est élu, il ne pourra pas décevoir. Il sera obligé de retisser la France. Sinon, de toute façon, ce sera le dernier président avant l'arrivée de Le Pen au pouvoir ou la guerre civile. Alors, on va saluer Tarek Mami qui est avec nous en studio. Ça fait plaisir d'ailleurs de le revoir. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour aux intervenants du jour et bonjour surtout à toutes et à tous, puisque effectivement, depuis les grandes vacances, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je viens ici vous saluer. Alors, on a souhaité faire un petit focus avec vous, Tarek, sur ce que nous avait d'ailleurs révélé en avant-première, j'aime le rappeler, Amou Bouakaz, la parution de ce sondage, rapport commandé par l'Institut Montaigne, et donc réalisé par l'Institut IFOP. D'ailleurs, nous aurons dans un instant Monsieur François Croze de l'Institut IFOP pour parler de ce rapport qui fait 130 pages. Hein. Vous les avez lus, vous d'abord, les 130 pages, Tarek? 133. 133. Plus 50 pages, plus 50 pages d'annexes. Ah oui. Avec toutes les pièces, plus 200 pages à peu près. Plus 2 pages de petits résumés. Plus quelques graphiques que vous trouverez tout à l'heure sur le Facebook de la radio, qui vont synthétiser pour ceux qui n'ont pas bien sûr envie de lire toutes ces pages. C'est implantation donc des musulmans en France, c'est proximité politique avec les partis Amou, c'est proximité de la pratique religieuse, c'est proximité des valeurs de la République. Donc pour ceux qui veulent tout savoir mais aller vite, ils vont sur le Facebook de la radio et ils ont donc ces graphismes très intéressants. Et c'est comme ça aussi qu'on peut se faire une idée quand on ne veut pas tomber dans le piège de la presse, parce que moi quand j'ai eu le rapport, j'ai commencé à lire, j'ai fait un commentaire à envoyer aux personnes avec lesquelles je travaille pour dire vous avez un chiffre qui dit que 28% serait très loin de la valeur de la République. À partir de demain matin, les 28% vont se transformer en un gros tiers. Un gros tiers, ça fait 33. Et donc, on a déjà piqué 5 des 28 pour augmenter les non-républicains, si on peut dire. Et après, on va rentrer dans le détail. 33 par là, 33 par là, 33 par là. Alors qu'en gros, il s'agit de 28. Si on enlève 28 de 100, c'est plutôt, je sais pas compter, mais c'est un peu 80%, quoi. C'est à peu près 70 à 75% qui sont dans la République et dans les fondamentaux de la République. Et quand on rentre dans les 28, je pense qu'il faut lire les pages sur les 28. Les 28, ce sont les gens qui sont les plus jeunes, les moins éduqués, qui sont dans le chômage, qui n'ont pas de repères culturels ni musulmans ni français, et surtout qui habitent dans ce que la France profonde appelle les quartiers difficiles, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas dans la République. Donc on ne peut pas ne pas vivre dans la République et avoir les valeurs de la République. Alors, avant d'en parler plus en détail, Tarek, vous allez nous faire un petit résumé des 133 pages et tout ce qui est annexe. Si M. Croze est avec nous. Il est avec nous et donc on va l'accueillir. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Effectivement, donc notre invité ce soir, en ce vendredi soir, c'est Monsieur François Croze. Bonsoir. Bonsoir. François Croze de l'Institut IFOP. Alors, Monsieur Croze, bonsoir et merci d'intervenir donc sur notre radio France Maghreb 2. Je rappelle aux auditeurs que c'est au moins la 3e intervention de votre institut, parce que vous avez l'amabilité chaque fois qu'on vous appelle, et je précise dans la journée, d'intervenir avec nous dans les 2 heures qui suivent. Et sincèrement, je tiens à vous remercier, vous et bien sûr Monsieur Fourquet et l'ensemble de l'IFOP. Alors, on vous appelle en fait parce que nous parlons sur notre radio France Maghreb 2 de ce rapport de l'Institut Montaigne qui est un islam possible en France. Est-ce que nous souhaitons mettre en valeur non pas le rapport lui-même que nous détaillerons tout à l'heure entre nous, mais le fait que ce soit l'IFOP qui fait donc ce sondage. Et j'ai été faire un petit travail de journaliste débutant sur votre site et je trouve que vous avez sur votre site au moins 17 études qui fait référence d'une manière directe ou indirecte
à ce qui est musulman de France citoyen. Alors, si on vous appelait, cher monsieur Cross, c'est pour vous dire la chose suivante. L'utilisation des statistiques ethniques est une pratique actuellement interdite en droit en France, au nom du principe constitutionnel qui déclare que les Français sont tous égaux en droit et ne doivent pas être repartis en catégories ethniques. D'autres sondages faits par d'autres instituts donnent en général entre 50 et 65% des Français qui sont pour les statistiques ethniques et les trouvent utiles, notamment pour lutter contre les discriminations, mais ils sont tous contre la méthode qu'on va appeler sur France Maghreb 2 la méthode de M. Ménard, qui donc utilise un prénom arabe ou un nom de famille arabe pour faire rentrer donc le cycle de la statistique. À ce titre, je rappellerai à M. Ménard que M. Zemmour devrait être inclus avec les musulmans, puisque Zemmour est un prénom courant en Algérie. C'est même une des plus grosses tribus algériennes. Donc, Monsieur Zemmour, bienvenue au club de la statistique ethnique dans laquelle vous allez vous retrouver parmi les musulmans, et on vous posera la question notamment du voile, sur lequel on dira tout à l'heure un mot en dehors de cette émission, puisque le voile est fait pour voiler, et les femmes qui portent en France le voile ne sont pas voilées, elles portent à la limite un foulard, mais on y reviendra. Alors, la question, elle vient. Les Français donc considère, cher Christophe, que statistiquement, que 55% sont favorables aux statistiques. Et la première surprise, Monsieur Cross nous y répondra peut-être, c'est qu'en gros, entre 80 et 90% des gens de droite et d'extrême droite sont pour, et que 30% uniquement des gens de gauche sont contre. Donc, première question, cher Monsieur Cross. Après ce rappel donc historique, l'IFOP donc a produit au moins ces 17 sondages donc dans lesquels il y a le mot musulman. Comment expliquer que votre institut arrive aujourd'hui à réaliser ces statistiques dites ethniques là où tout le monde dit que la Constitution interdit? C'est pas du tout des statistiques ethniques, hein, c'est des enquêtes d'opinion sur les pratiques religieuses. L'IFOP, on est le premier institut, on a été créé en 1938, et on interroge notamment les pratiques religieuses des catholiques depuis près de 70 ans. Il n'y a pas de raison qu'on fait aussi ça auprès des juifs, des protestants, il n'y a pas de raison qu'on fasse une exception pour les musulmans. Je vous rappelle que l'islam étant une religion, on peut être de toutes les couleurs et croire en cette religion, donc il n'y a pas de dimension ethnique ou raciale là-dedans. Deuxièmement, on est sur une étude dans laquelle on recense une opinion, des attitudes déclarées. Donc il n'y a pas de fichier comme peut le faire Monsieur Ménard, où on note à côté d'un nom l'origine pseudo-religieuse de la personne. Vous voyez? Donc nous on respecte les règles de notre métier dans ce type d'enquête, tout simplement. Mais quand quelqu'un aujourd'hui dans l'ambiance actuelle, donc vous prenez un échantillon national, est-ce qu'à certains moments, parmi les questions secondaires qui tombent dans votre sondage, vous dites, reconnaissez-vous d'être de culture juive, musulmane et autres? Non, pas du tout, non. En fait, on pose la question de l'affiliation à une religion. Hein. Diriez-vous que vous êtes catholique, protestant, juif, musulman, sans religion? Et on demande éventuellement aussi aux personnes qui nous disent qu'ils sont pas musulmans, si par hasard ils n'auraient pas un père ou une mère de religion musulmane. Et comme ça, on a pu constituer cet échantillon au sein d'un échantillon beaucoup plus large de 16 000 personnes. C'est de loin, et depuis 50 ans, l'étude la plus vaste qui ait jamais été réalisée en France pour mesurer la proportion de musulmans sur le territoire métropolitain. Et grâce à ça, on a réussi à sortir un chiffre assez fiable de 5,6% de personnes se disant de confession musulmane. Et il y a également 1% de Français qui disent qu'ils sont non pas de confession musulmane, mais qu'ils ont au moins un de leurs parents qui est de religion musulmane. Monsieur Cross, si je retire mon mot ethnique pour le remplacer de citoyen de confession 2, est-ce que je suis en violation de la Constitution? Non, en fait, il est totalement possible de poser des questions, y compris d'ailleurs sur la race ou la religion. L'arsenal juridique, il concerne pas seulement l'origine ethnique ou la couleur de peau. Il concerne aussi les opinions philosophiques, politiques et religieuses, puisqu'en France on considère que les opinions religieuses sont comme des opinions philosophiques, que les opinions philosophiques sont comme des opinions politiques. Or, toutes les semaines, tous les instituts de sondage demandent aux Français quelles sont leurs opinions politiques, pour qui ils ont voté aux dernières élections présidentielles et pour qui ils vont voter à la prochaine. Donc, au fait, c'est tout simplement un sorte de contrôle qu'on doit réaliser pour éviter
de constituer des fichiers spécifiques où là on noterait, comme le fait Monsieur Ménard, à côté d'un nom, sa religion. Ça, naturellement, on l'a pas fait dans cette enquête. Et jusque-là, la CNIL n'est jamais intervenue auprès de l'IFOP pour dire attention, vous êtes, comme disent les francophones de souche, borderline. Mais en fait, en quoi on serait borderline, puisque on respecte les règles qui sont imposées par notre éthique professionnelle et par la CNIL. D'accord. Deuxième question, cher monsieur Cross. Le sujet qui font l'objet donc de vos enquêtes, je vais retirer aussi le mot sondage, sont divers et variés, et ils vont aller de la pratique religieuse à la politique tout court, donc au vote musulman notamment pendant les élections présidentielles, mais aussi à la construction des mosquées et des minarets, mais aussi au mode de rencontre chez les musulmans de France en vue du mariage. Qui décide de ces choix qui portent en définitive toutes sur les questions de société? Dans certains hommes politiques, on a cité Ménard, on ne va pas en citer d'autres, se régalent à longueur de meeting. Alors en fait, il faut distinguer deux types d'études. Les études sur l'image des musulmans et de l'islam auprès de l'ensemble des Français, voyez, et les études uniquement auprès des musulmans vivant sur le territoire français. Et nous, à l'IFOP, on est le premier institut, on l'a fait en 1989, à avoir fait la première enquête auprès des musulmans. Et depuis, on a gardé cette expertise et cette connaissance quasiment unique de cette population dans le cadre d'enquêtes régulières. Et cette année, donc, on a fait une enquête d'envergure exceptionnelle qui nous permet vraiment d'avoir des statistiques assez solides et qu'il faut un petit peu distinguer des enquêtes précédentes qui ne reposaient pas en gros sur un dispositif méthodologique et technique aussi fiable. Voilà. Mais dans tous les cas, ces enquêtes étaient déjà très intéressantes et instructives, et dans le cadre de ces données, on a pu observer des évolutions sur tout un ensemble de domaines. Après, bien sûr, on a fait aussi des enquêtes sur la consommation de halal, sur l'attrait pour la finance islamique, sur les sites de rencontres communautaires, etc. C'est des enquêtes très variées. Ça peut être un site de rencontre, ça peut être une banque qui nous commande ça peut être un organisme professionnel spécialisé dans le halal. Donc en fait, nous, l'IFOP, on est un institut qui répondons à une demande d'un commanditaire, tout simplement. Alors, si je rappelle, donc vous avez beaucoup parlé de beaucoup plus d'enquêtes ou de sondages. Moi, quand je dis 17 que je trouvais sur votre site, à partir de 2009, mais comme vous venez de nous dire que vous en aviez déjà fait avant, donc je pense qu'il y a une multitude d'autres enquêtes et sondages qui doivent apparaître. Pour rebondir sur votre mot évolution, donc ces différentes enquêtes, encore une fois pas sondage, qui courent de 2009 à ce jour, pour vous, quelle évolution vous y voyez sur la place des musulmans de France? Et la question qui intéressera le plus nos auditeurs, c'est est-ce que pour vous l'image des musulmans et de l'islam en France depuis au moins 2009 stagne, s'améliore ou se dégrade? Alors, l'image auprès de l'ensemble des Français s'est nettement détériorée depuis 2001 déjà, qui a été déjà un choc. Et puis ensuite, on a eu le développement des attentats, d'abord dans d'autres pays européens comme l'Espagne ou la Grande-Bretagne, et puis maintenant en France depuis au moins 2 ans. Donc il y a naturellement un raidissement de l'opinion publique dans son rapport aux musulmans, comme vous l'observez dans le cadre d'une myriade d'enquêtes, que ce soit l'IFOP ou nos confrères, qui là réalisent auprès de l'ensemble des Français des questions diverses et variées sur ces sujets. Voilà, donc je vous poserai pas de questions, cher monsieur, sur le contenu même. On les posera à monsieur El Karoui quand on le recevra sur comment lui il voit le contenu du rapport. Mais je vous remercie encore une fois. Et est-ce que, j'allais dire, il y a quelque chose à dire quand on est un institut et qu'on est saisi par les uns et les autres? Et je vais vous poser une question brute. Demain, notre radio, une institution, le CFCM, s'approcherait de l'IFOP pour dire je voudrais connaître qui sont les personnes que je représenter, quelles sont les personnes qui sont les auditeurs de ma radio, quels sont les gens qui consomment chez moi à Auchan ou à Carrefour, je fais un peu de publicité. Comment ça se passe dans la pratique? Le premier jour, on vous appelle, comment ça se passe?
Concrètement, il y a plusieurs règles à respecter. Tout d'abord, il faut distinguer totalement le fichier de données du fichier de réponse, c'est-à-dire que les réponses que vous avez données à cette enquête, on ne pourra pas vous retrouver votre numéro de téléphone, votre adresse, votre prénom ou votre nom. Donc c'est complètement impossible, c'est quelque chose qu'il faut veiller. Ensuite, il faut prévenir et recevoir l'assentiment verbal et clair du répondant en lui expliquant qu'on va aborder des sujets particuliers qui sont la religion, ses opinions philosophiques, politiques, etc. Et ensuite, il faut aussi lui laisser la possibilité à n'importe quel moment de l'enquête de ne pas répondre à une question qui pourrait lui paraître gênante. C'est notamment ce genre de précautions juridiques qu'on a mis en place dans cette enquête et qu'on pourrait aussi mettre en place dans le cadre d'une enquête, par exemple commandée par le CFCM ou par n'importe quelle entreprise qui serait intéressée par une enquête auprès des musulmans. Donc moi je suis futur client de l'Institut IFOP, j'arrive et j'amène mes 50 questions qui m'intéressent. Est-ce que vous les prenez en brut, tel quel, ou est-ce que vous dites non, pas du tout. Le ciel carré, pour vous en parler, on a fait de nombreux allers-retours dans le cadre de cette enquête. On doit naturellement vérifier qu'elles vont pas heurter la sensibilité des gens, qu'elles ont un intérêt statistique, qu'on peut éventuellement les comparer avec l'ensemble des Français. Ce qu'on a fait, la plupart des questions nous permettent de voir un petit peu comment les musulmans se situent par rapport à l'ensemble de la population française ou par rapport aux enquêtes qu'on avait faites auprès des musulmans dans le passé ou auprès des catholiques par exemple ou d'autres minorités religieuses ou même des enquêtes qui ont été réalisées auprès des musulmans en Grande-Bretagne ou en Allemagne par exemple. Voilà. Ensuite on teste ces questions auprès dans le cadre d'un pilote auprès d'un certain nombre de musulmans pour voir si ils comprennent bien les questions, si les termes sont assez clairs pour eux et s'il n'y a pas de malentendu dans leurs réponses. Deux questions, peut-être, ou une question globale sur la méthodologie pour ce rapport à l'islam français est possible. Il y a indiqué donc le salafisme en général, et après vous avez une répartition, les salafistes puristes, les salafistes politiques, les salafistes djihadistes. Est-ce que c'est l'Institut IFOP qui fait ce travail de tri, ou est-ce que c'est celui qui commande, c'est-à-dire l'Institut Montaigne? Et je complète la même chose parce que la réponse doit être globale. On trouve par exemple en termes de communication l'islam sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, mais on trouve pas, ou sur le web, mais on trouve pas l'islam dans les radios dites communautaires. Qui fait ces choix? Je comprends pas exactement votre question. En tout cas, ce travail, c'est un travail en commun qu'on a fait naturellement dans la typologie des différents groupes de répondants dans le cadre de cette enquête, mais je comprends pas la seconde partie de votre question en fait. Je vais la résumer autrement. En clair, on voit l'islam dans l'audiovisuel, dans la communication, en gros. Mais dans les sous-chapitres, on ne voit pas la présence d'islam dans les radios communautaires. Il y en a 4 nationales, il y en a une dizaine sur tout le territoire. Et peut-être que l'islam traité dans les radios communautaires, quand ça parle d'islam, n'est pas la même chose que le web ou que le Twitter. Oui, sans doute. Probablement. En tout cas, il y a des données, il y a quelques données dans l'enquête sur les modalités d'information des musulmans essentiellement liées à la religion, vous voyez. Oui, tout à fait. L'enquête n'a pas abordé des sujets particulièrement politiques ou autres. L'idée, c'était notamment de mesurer, en gros, les opinions religieuses, les pratiques religieuses, l'engagement associatif en lien avec l'islam, les attitudes sociales et politiques, mais il n'y avait pas d'études sur les pratiques informatives au sens strict et détaillées des musulmans. Ma question plus claire, on parle bien comment on parle de l'islam sur Twitter. Il manquerait, à mon sens, en tant que journaliste et donc participant à cette radio, il n'y a pas l'islam dans les médias communautaires, qui reste quand même celle qui annonce le début du Ramadan, la fin du Ramadan. C'est un choix éditorial, de réflexion, où il n'y a pas assez d'éléments peut-être pour agréger. Alors, écoutez, là-dessus, je vous laisse vraiment, libre de mon commentaire. avec l'Institut Montaigne pour discuter du fond de l'enquête. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir répondu. Et vous le savez que maintenant, chaque fois que vous publierez quelque chose sur ce genre,
Nous sommes preneurs de vos interventions, de vos explications, qui peuvent aussi permettre à beaucoup d'auditeurs d'aller lire un peu plus ce que vous produisez dans ce travail-là et dans tous les autres travaux que vous faites, notamment pour les élections. Merci Monsieur Cross, merci beaucoup. Plaisir. À bientôt, au revoir. Tarek, vous lui avez posé une question, il a rien compris. Je crois que là, Non, mais ou alors non, il a fait semblant de pas comprendre, je sais pas, mais il a rien compris, il a pas voulu répondre. Donc moi je fais pas de commentaires, c'est Amou ou Maïssa. Amou et Maïssa, justement, alors son interview. Alors moi, j'ai noté quelque chose. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il était très pointilleux. Donc, on va dire tous les instituts de sondage sont très pointilleux sur les termes. D'accord ? Si par exemple moi je fais appel à un institut de sondage et que je lui envoie des questions brutes, eh ben il va les modifier de manière à ce qu'elles soient soi-disant objectives. D'accord ? Le truc, c'est que forcément, des personnes qui vont commanditer un sondage va aiguiller d'une certaine façon, va biaiser un petit peu le résultat qu'ils va le vouloir. Donc du coup, comme ils savent faire pour distinguer des termes de manière à être objectifs, ils savent pertinemment comment faire pour diriger finalement, pour orienter les questions par rapport, pour avoir orienté finalement les réponses en fonction de leurs questions. Amou ? Moi, je l'ai dit sur cette antenne et sur d'autres, ayant fait des statistiques dans ma jeune vie, je sais très bien que les sondages sont une forme d'enquête sur laquelle il faut s'appuyer, mais avec laquelle il faut être très prudent, pour le dire de manière gentille, avec un institut de sondage qui nous a répondu. Je dirais que j'ai tendance à avoir confiance en Hakim El Karoui, qui a coordonné cette étude, et je pense qu'il nous a encouragés à lui poser la question, et nous le ferons. Je pense que par exemple, si des radios n'ont pas été étudiées, c'est parce que sans doute Hakim ne les connaît pas, tout simplement. Et que il y a en fait peut-être une envie d'être postmoderne et de ne s'appuyer que sur les réseaux sociaux. On lui fera connaître, on l'appellera. Oui, mais volontiers. Moi, j'ai pas vraiment fait d'études, mais je trouve que même si c'est très imparfait, même si les sondages sont sujets à caution, ça nous donne une base d'analyse, une base à contester, à enrichir. Probablement y a-t-il des biais dans l'estimation, probablement y a-t-il comme me disait Maïssa, dans des termes différents, un peu une surpondération de certaines catégories pour arriver au résultat qu'on veut. Mais je note que les musulmans sont plutôt minorés. Les gens qui pensent qu'il y a le grand remplacement en sont pour leurs frais. Je note que quand on dit qu'il y a 28% des musulmans qui se retrouvent un peu éloignés de la République, c'est quand même qualifié par le fait que ces musulmans sont dans les quartiers les plus modestes. Et il y a une corrélation entre le déclassement social, la marginalisation et l'éloignement de la République. Donc je pense que c'est une étude qui n'est pas parfaite, mais qui peut, pour ceux qui le veulent, donner un point d'appui pour penser. D'ailleurs, il y a beaucoup de propositions, on n'y a pas fait suffisamment allusion, il y a beaucoup de propositions qui sont faites dans l'étude, c'est des propositions que j'ai entendues sur cette antenne d'autres personnes, Donc je pense que la question centrale, moi, c'est le niveau de maturité de cette communauté. Est-ce qu'enfin, cette communauté a suffisamment pris des claques pour avoir la maturité de véritablement se prendre en main? C'est ce que j'avais cru cet été en signant l'appel des 41, aussi très imparfait, qui demandait un peu une refonte de l'islam, une reprise en main de la fondation. Mais bon, le pire n'est pas sûr, mais avec les musulmans, il est souvent probable. Tarek, dans un instant, vous allez nous faire une brève présentation de ce rapport, pour éviter à tout le monde de lire les 133 pages. Vous l'avez lu, donc, et vous y avez constaté des aspects positifs, des aspects négatifs, et vous allez nous les présenter, si vous le voulez bien, dans un instant. Après la pub. C'est le Grand Forum sur France Maghreb. Merci d'être avec nous en ce vendredi soir, et on parle donc de cette enquête, puisqu'on a beaucoup parlé de ce mot enquête sur l'islam de France, donc nous avions il y a quelques instants l'Institut IFOP, Monsieur François Crous, donc qui a répondu à nos questions, aux questions plus précisément de Tarek Mami, commandé par l'Institut Montaigne, et Amou et Maïssa qui sont avec nous, Abou Akaz, Maïssa Leroy, qui vont nous livrer leur coup de cœur dans un instant. Mais avant cela, pour être tout à fait complet sur le sujet, vous nous connaissez, on fait pas les choses à moitié ici. Tarek Mami, donc vous avez lu, comme je disais tout à l'heure, les 133 pages de ce rapport, de cette enquête, et vous y avez fait donc votre petite synthèse.
Alors d'abord sur Monsieur Cross, il était dans son rôle de répondre, de rester dans les clous d'un institut de presse, parce que j'ai pas voulu trop insister, mais quand on sait que 25% des musulmans font ci ou font ça, alors à moins de jouer sur le mot et de dire ethnique effectivement n'est pas religieux, alors que dans l'esprit global de la société française et surtout des hommes politiques qui nous prennent la tête de temps en temps, il y a une confusion entre arabes, musulmans, je veux dire quand on est kabyle ou turc ou tout ça, ça disparaît pour musulmans. Moi je me rappelle parce que je suis un peu plus âgé que ceux qui sont aujourd'hui sur ce tableau, en 81 on parlait pas de franco-musulmans, on parlait de franco-maghrébins, les choses étaient claires, celui dont les parents viennent de Tunisie, Algérie ou Maroc, était maghrébin, on n'en parle plus. Aujourd'hui, comme l'islam est à l'échelle du monde, ça devient beaucoup plus compliqué et chacun fait un peu ce qu'il veut dans ce jeu. Donc, en gros, pour rejoindre ce qu'a dit Amou, pour moi, contrairement à beaucoup, ce rapport est positif. Il est déjà positif par son existence et il est positif parce qu'il permet de redonner un regard différent de celui que la presse véhicule et surtout les candidats de la primaire à droite, tous, avec le cofarisme et tout le reste, qui ne connaissent pas et j'espère qu'ils auront eux le temps de lire les 133 pages. Donc, ou de le faire lire. J'ai des doutes. Ouais. Non, mais ou qu'il le fasse lire, je peux la renvoyer ma note, elle est prête. Ouais. Bon. Un petit résumé sur 2 pages, ça ira pour eux. Sur 2 pages, j'ai lié. Alors, en fait, moi, il y a ce que je considère comme les points forts du rapport, comme les points faibles du rapport. Je veux commencer par les points faibles du rapport pour faire simple, pour dire pourquoi les gens contestent. C'est notamment la bibliographie qui est concentrée autour de quelques personnalités, pour ne pas le nommer, sur tous les travaux de M. Gilles Kepel, alors qu'il n'y a pas une seule citation de Malek Chabel, de Abdenour Bida et de quelques autres. Donc je pense que M. Karoui, on lui posera la question quand il sera là, et l'Institut Montaigne, on dit il faut que ces hommes politiques qui vont lire et les décideurs trouvent les mots et les gens avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Pour faire simple, nous sommes dans la classe centralien, Sciences Po, ENA, et donc on se parle le même langage, vous inquiétez pas, on vous a fait un truc, beau sur les musulmans, mais vous inquiétez pas, c'est avec nous moines. Donc ça, c'est peut-être la première faiblesse. La deuxième faiblesse de ce rapport, c'est qu'elle ne rentre pas dans ce qui fait aujourd'hui la polémique dans la société française, notamment la classe politique. En fait, il y a une question qui manque pour moi, au-delà de proche des valeurs. Est-ce que les citoyens musulmans, en général, qu'ils soient de nationalité ou de cas de séjour, se sont attachés à la France? Parce que je veux dire, l'amour d'un pays commence par l'attachement, après par l'adhésion partielle à ça, et il faut quand même, comparer par rapport à l'histoire des autres immigrations, et 2, rappeler le contexte historique de la colonisation globale et celle de l'Algérie en particulier, et surtout mettre le nombre d'années et faire comment les Français voyaient, par exemple, en 74 et comment la police voyait en 74 les Algériens, puisqu'il y avait de la ratonnade à Marseille et que c'était normal, comment les musulmans de France ou les Arabes de France ou les Maghrébins de France étaient vus en 81, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'être dans une association quelconque style 1901, je parle même pas de 1905. Pas idée en tout cas. Non, être membre, Amou, sans l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Oui. Non, mais je veux dire, il faut lire l'histoire de notre pays, parce qu'on va pas faire des Sarkozy, comme disait... Non, parce que moi j'étais membre d'association, j'avais rien demandé. Je sais pas qu'est-ce que t'avais comme carte de séjour à l'époque, comme carte d'identité à l'époque. J'avais une carte de séjour 10 ans, mais peut-être que pour les gens comme moi, on s'en foutait. Bon, voilà, mais la loi, jusqu'à 81, c'est il faut en être pour participer. Le club des 3e âges, bien sur France Maghreb 2. Voilà. Excusez-nous. Alors, pour les points forts du rapport, que je veux peut-être détailler par les titres, et après, si vous voulez qu'on en parle un petit peu, c'est l'utilité, en définitive, l'utilisation de ces statistiques ethniques pour faire moderne. Aujourd'hui, nous dirons les statistiques d'appartenance à des confessions religieuses. On a un gros détail. On a surtout, et principalement un mot l'a effleuré tout à l'heure, le fantasme de la théorie du remplacement en France, par les musulmans, puisque vous prenez, il y a 3 gros chiffres qu'il faut retenir. Celui-là donne un nouveau chiffre 2 à 3 millions. D'habitude, on dit 5 à 7. Les tenants de la théorie du remplacement, on serait plutôt à 10
et pour les extrémistes. Et quand on parle en gens, on dit ils représentent combien en pourcentage? On dit à peu près 10%. 10% ça fait 6, c'est-à-dire le double. Comme quoi l'imaginaire dépasse. Ça, c'est un des avantages, Amou, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, sur l'apport. Vous voyez des chiffres maintenant sur un débat quelconque. Quand quelqu'un vous dit ils sont plus de 7 millions, il dit non monsieur, ils sont entre 2 et 3. Montaigne entre les mains. Et si vous n'êtes pas d'accord, allez faire une autre recherche. Ça veut dire 94,6% des Français ne sont pas musulmans. Eh ben voilà. Plutôt de bonne nouvelle. Hein. On peut aussi le faire et comme pourtant, ça. c'est des 6% qu'on parle le plus. Hein. Mais c'est comme les handicapés, 6%, ça a l'air d'être un chiffre fétiche dans ce pays. Voilà, ça oui, apparemment ça... Non, c'est 5. C'est Valls. Ah oui, pardon. C'est pas bête ça. Après, vous avez ce que moi j'appellerais le républicanisme des musulmans de France. Ah. Voilà. Sont-ils républicains, ces musulmans? Non. Est-ce que les musulmans sont républicains dans le sens de cette étude? Pas dans le sens de tout le monde. Or, le rapport permet d'écarter le fantasme qui propage donc les musulmans ne sont pas républicains, parce qu'il répond à des questions concrètes. Sont-ils tous pour le voile? Sont-ils tous pour la polygamie? Et surtout, pour répondre à Sarkozy, je le cite pour la première fois, est-ce qu'ils considèrent tous que la foi doit passer avant la loi? Je vous laisse découvrir les chiffres. Alors c'est intéressant. Pardonnez-moi, Tarek, on s'arrête 2 secondes sur cette phrase. Est-ce que la foi doit passer devant la loi? Toi qui travaille un peu dans ce domaine, Maïssa, ça t'interpelle un peu? Est-ce que moi je pense que c'est deux choses qui sont complètement, qui peuvent être complètement associées, la foi et la loi. Non, mais je repose peut-être la question. Voilà. Est-ce que pour la globalité de la population française, y compris les musulmans, la loi et la foi, comment on les classe? C'est ça la question. Si c'est la globalité, là ça va être la loi avant la foi. Et au sein de l'ensemble de la globalité de la communauté musulmane aujourd'hui estimée à 3 millions. Je pense que le ressenti c'est plutôt l'inverse, non? Ouais, c'est l'inverse dans le sens où non, mais moi je pense que c'est l'inverse. Je pense pas des ressentis, je parle de fait, voilà. Oui, alors dans les faits, moi je comprends plus rien à ce que vous dites. La loi, la foi, Amou, jusque là ça va. Crise de foi, crise de loi. Oui, d'accord. Qui passe en premier? Pour moi ou pour les musulmans? Pour les musulmans. Pour les musulmans. Pour vous. Et pour toi aussi. Non, mais moi concrètement. Moi, je pense qu'elle est ensemble. Elle peut être c'est la loi qui prime sur la foi. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'on peut dire que dans la Maïssa, est-ce qu'on peut dire que dans la communauté, c'est la foi qui prime? Non. Voilà. Monsieur Tarek Mami a vicieusement cité Nicolas Sarkozy, pour lequel rien ne remplacera le prêtre, que en tout cas l'instituteur ne remplace pas le prêtre. Ça c'était en 2012, parce qu'en 2007 c'était le contraire. Hein. Non, mais attends, en 2007 c'était ça, Olatran. Olatran, il disait c'est le prêtre a plus de valeur entre guillemets que l'instituteur. Je pense que les musulmans sont les derniers laïcs de ce pays. C'est ceux qui vont le moins en école privée, c'est ceux qui sont le plus respectueux des lois, et nos parents, en tout cas, je parle pas de la nouvelle génération, mais nos parents, ils ont toujours rasé les murs, ils ont toujours prié discrètement. Et l'aspiration, je dirais. Moi, j'ai une nouvelle pour vous. Oui. On vient de fermer les dernières caves pour faire la prière. Ah bah ça va, c'est bien. Ils vont prier au soleil, c'est cool. Non mais, je veux dire, moi il me semble que sur cette question-là, c'est les nouvelles générations qui, désespérées de voir la France finalement leur nier leur droit à la citoyenneté, en prennent acte et en tirent les conclusions. C'est ça le drame. En fait, donc, j'ai 10 points. Je ne développerai pas les 10 points, sauf quand il y a un petit échange. Alors, vous avez un autre point que je ressors de ce rapport. C'est la pratique religieuse dans les mosquées. Si ça vous dit. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend là-dedans? 5% se rendent quotidiennement. Quotidiennement, 5%? Oui. D'accord. Pour les autres, en gros, il y a 25% qui vont s'y rendre. Et il y a 20% qui se rendent uniquement pour les Aïds et les fêtes religieuses. Donc il y a 100 000 personnes qui vont à la mosquée tous les jours, entre 100 et 150 000. Sur 3 millions, vous êtes banquier oui, c'est ça, oui. Bah, c'est ça. Non, c'est pour les policiers en cas de rafle. C'est pour dimensionner, tu vois. Donc, ils amènent... Mais le pire, c'est le jour de l'Aïd. Le vendredi aussi. Non, mais pour tous les jours, ils amènent 5000 bus et l'affaire est faite. L'affaire est faite, oui. Bon, alors, oui, il faut qu'on avance. Allez-y. Non, mais on avance, ne vous inquiétez pas, parce que c'est très... J'allais dire, je fais cette présentation exprès. Oui, mais après ça, moi, ma question est, et après ça, et alors? Oui. Après ça, quand vous êtes un homme, quand vous êtes un citoyen de confession musulmane, pratiquons ou pas, reconnaissons cette culture au moins chez vos parents, parce que vous êtes sans religion, sans truc. Quand vous êtes dans un café, quand vous êtes avec un copain, quand vous êtes dans une entreprise, et qu'un type vous balance 7 millions de musulmans, machin truc, vous lui dites, moi j'ai appris 4 chiffres, voilà mes 4 chiffres.
Ces 4 chiffres sont sur le Facebook de France Maghreb 2. Mais je rajoute quand même... C'est un argument, quoi. Non, mais c'est un argument qui a un double titre. Le premier, c'est pour répondre. Le deuxième, c'est pour avoir encore plus confiance en soi dans ce qu'on dit, et que quand quelqu'un vous méprisez, vous pouvez, j'allais dire que j'aime pas l'expression, mais vous pouvez lui renvoyer l'appareil parce que vous êtes en instance de ce que vous ressentez, et vous avez, comment dire, de la sérénité de par les chiffres, et vous vous en foutez des chiffres. Mais Tarek, sur les propositions, qu'est-ce que toi te paraît intéressant dans ce rapport? Quelles sont les propositions sur lesquelles tu penses que ça vaut le coup d'investir? Il y en a quelques-uns, j'y viens. Donc, par contre, je voudrais saluer tous les anciens, actuels et futurs présidents du CFCM, pour leur dire qu'eux, ils devraient apprendre, parce qu'ils savent tous le Coran par cœur, hein. Ça, j'en doute pas. Ah bon? J'en doute pas, sinon ils ne seraient pas là où ils sont. Je leur demande tous d'apprendre par cœur la partie qui concerne le CFCM, et qui leur dit que 70% de la population dite musulmane ou de culture musulmane ne connaît pas le CFCM. Ah, non, c'est pas possible. C'est juste pas, lire. alors ça, c'est juste pas possible. Faut lire. Ouais, non, mais 70% des musulmans de France ne connaissent pas le CFCM. Ouais. Écoute, il y a des méchants qui pensent même que 70% du CFCM ne connaît pas les musulmans, c'est te dire. Alors que 70% ne reconnaissent pas le CFCM, là j'y croirais plus, mais que 70% ne le connaît pas, ça m'interpelle. Bon. Ça vous va? Oui. On aurait dû faire la comparaison avec le code de la route, tu vois. Oui. Je peux alors rajouter les deux marqueurs, effectivement, qui correspondent au ressenti global. C'est le halal. En gros, à 70%, tous ceux qui sont de culture musulmane tiennent à la nourriture halal, même parmi ces 67%, parce qu'en statistique, comme a fait Badri hier, les 67% deviennent 100%. Dans les nouveaux 100%, vous avez 65% de ceux qui sont pas religieux et qui tiennent à la viande, à la nourriture halal, en disant juste cette phrase qui est superbe: chaque citoyen devrait avoir le droit de pouvoir manger halal, mais ils ne disent pas il faut que ça mange halal. Et la nuance, elle est là, et c'est peut-être là les travaux universitaires qui sont différents de celui qui est sur un plateau de télé et qui nous en balance. Je vous évite la question de la polygamie, la question des valeurs de la République, la question des rapports sur la politique, ils sont sur le Facebook. Très bien. Voilà, donc les schémas sont sur Facebook, vous allez les voir très vite. Alors, en ce qui concerne, en fait, les propositions, il y en a une qui me plaît, parce que je suis comme d'autres anciens universitaires et tout ce que vous voulez, c'est l'apprentissage de la langue arabe littéraire dans les écoles, pour ne pas faire de la langue arabe d'abord des ethnicités dans les ethnicités. Le marocain, est-ce que vous parlez marocain? Non, monsieur, je parle pas marocain, je parle arabe, et ainsi de suite. Et la deuxième, parce que ça remet de la valeur, donc de la fierté, et que cette langue arabe à l'école ne soit pas consacrée uniquement à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, aient un rapport avec le monde arabe, mais que le petit chinois peut apprendre chinois et arabe, et que le petit arabe peut apprendre arabe et chinois, et c'est comme ça qu'on construit ce qu'on appelle une diversité républicaine dans l'esprit de l'article 1er de la Constitution française. Très bien. Alors Tarek Mami, Maïssa et Amou, moi je m'interroge personnellement sur la publication de ce rapport à un moment précis. Pourquoi maintenant? Mais pourquoi maintenant? Non, parce que d'abord, pour faire une étude comme ça, en gros, il a le droit de s'interroger. Oui, mais on s'interroge sur le droit. Pourquoi on fait des élections en mai 2018? Parce qu'en général, ce rapport, c'est une année de travail. Oui, mais attendez, quand vous travaillez un an avant, vous savez très bien qu'en 2017, à quel moment ça va tomber. Vous n'êtes pas quand même... Non, parce que vous avez... novice à ce point-là, quand même. Christophe, heureusement qu'il y a eu je sais plus quoi, parce que sinon ça tombait le jour de l'Aïd. Non mais oui, c'est vrai en plus, tu nous l'avais dit en plus que ça devait tomber le lendemain de l'Aïd. C'est moi qui vous l'ai dit, parce que en fait cette année l'Aïd devait tomber le 11 septembre. Et les Saoudiens ont décidé que ça ne peut pas tomber le 11 septembre, parce que sinon il y aurait des articles de presse, alors que les Américains sont en deuil. Fassent leur deuil, les autres fêtent. Et on l'a déplacé juste pour machin truc. Donc ça, on a l'habitude. Deuxième chose, vous avez l'Institut Montaigne qui produit au kilomètre les études tous les ans, et cette étude n'est pas la première. De mémoire, il en avait déjà fait une dans les années 2009-2010, qui n'était pas dans une période d'élection, mais je pense que le concours de circonstances, que les choix du conseil d'administration et tout ça, peuvent bien sûr avoir une relation avec les élections, mais c'est peut-être aussi, et là je défendrai M. Bébéard, parce que je pense qu'Amou l'a rencontré, moi je l'ai rencontré une fois dans ma vie, et quelqu'un qui est profondément
républicains et qui pensent qu'il faut peut-être bousculer les choses pour donner aux uns et aux autres et de la fierté et de la manière de travailler. Peut-être qu'on partage pas. Moi, j'ai une autre réponse, Christophe, c'est que si tu attends la date propice pour publier une étude sur les musulmans, tu ne publieras jamais. Puisque les hommes politiques ont décidé qu'il y aurait 50 semaines où les musulmans seraient à la tête de gondole de l'actualité. Alors, faut prévoir avec les hommes politiques les 2 semaines qui sont consacrées au Rhum, et là, tu tombes dedans, quoi. Alors, mais sinon, c'est grillé. Hein, alors, je rajoute juste sur ma question tout à l'heure, pourquoi pas les radios? Parce qu'il y a quand même une partie de ce livre, de cette étude, dans lequel il y a toutes les unes des hebdomadaires français depuis pratiquement 3 ans. Et vous en avez... ça va prendre au moins 340 pages. Hein. Non, ça prend pas parce qu'il y a juste la page et la date. Donc vous avez le point qui a eu par an, en gros 5. D'ailleurs, 5, c'est tout. Non, mais par an. Donc on appelle ça dans ce métier les marronniers. Et en clair, on prépare. Et quand il n'y a pas d'actualité, on sort à marronnier. Alors vous avez les hôpitaux, vous avez l'immobilier et vous avez 5 fois les musulmans. Oui, c'est le figuier de barbarie pour les musulmans. Moi, une étude qui m'intéresserait vraiment, c'est pourquoi les musulmans français ou les Français musulmans se sentent stigmatisés. Comment expliquer le fait que les politiques aujourd'hui aient choisi de se servir des musulmans comme bouc émissaire pour se faire élire? Parce que ça met tout le monde d'accord. Non, la majorité. Tu ne peux taper que celui qui ne peut pas se défendre. Le jour où il y aura un vrai... je poserai peut-être la question aujourd'hui ou tout à l'heure. Le jour où la diversité algérienne devient une diversité républicaine, se réunit dans le 18e, dans l'Institut du culte, ne sera plus ni musulmane ni algérienne, mais plutôt musulmane dans le sens global, et que tout le monde répond à cette question, vous inquiétez pas, le conseil que je donne, et c'est pas à Mou que je vais le donner, allez en tant qu'élu, peut-être je sais pas en tant que citoyen, mais en tant qu'élu, allez voir les listes électorales une semaine avant le vote, relevez combien de Mohamed, de Fatima, de Salia sont inscrits, revenez le lundi matin du premier tour, recochez la même chose, revenez au deuxième tour, recochez, et tant que vous n'avez pas au moins 30% des Mohamed et des Fatima qui ont voté, le discours entre les 2 tours ne changera pas. Voilà. Bon, alors, on invite tout le monde à aller sur le Facebook de la radio France Maghreb 2 pour se faire une idée, et donc, selon Tarek Mami, donc c'est de se préparer un petit argumentaire, voilà, à répondre à ceux qui s'interrogent, qui questionnent. Aristote disait connais-toi toi-même, et si tu te connais pas toi-même, tu peux pas connaître les autres. Donc, monsieur l'auditeur. Je vais pas filmer, je crois que c'est Socrate, ça. Pour Socrate. Excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Aristote. Ah bon, d'accord. Aristote, c'est pas autre chose. Hein. Non, mais c'est pas lui, c'est d'autres son frère. Voilà. Tu la connais celle-là. Et donc, que ceux qui se sentent stigmatisés vont lire pour savoir est-ce qu'ils le sont ou pas, et s'auto-connaissent. Alors, il est 17h. Écrivez tous à RTL pour que Zemmour arrête de sévir. Bah oui, mais bien sûr. Non, Zemmour, on va le garder, et maintenant, il va rentrer dans les statistiques des Arabes et des musulmans. Il s'appelle Zemmour. Zemmour, vous savez que ça veut dire quoi en berbère? Une olive. Voilà, olive. Une belle olive, hein. Il aurait dû s'appeler Olivier, là. Oui, enfin, je sais pas, non. Ses parents auraient dû l'appeler Olivier en français, ça aurait été Zitoun Zemmour. Mesquine. Allez, on va passer au coup de cœur maintenant. Il est 44 déjà, ça passe très vite. France Maghreb 2, le coup de cœur. Bah oui, attends. Le conducteur a été quand même bousculé. Bon, c'est pas grave, en tout cas, c'était pour la bonne cause, c'est l'essentiel. On l'a pas beaucoup entendu, donc on va l'écouter parler et nous présenter son coup de cœur, Maïssa Leroy. Oui, alors mon coup de cœur aujourd'hui, c'est pour un site internet qui promeut l'artisanat, ça s'appelle Fez Online. C'est un projet qui reflète la jeunesse d'aujourd'hui. Elle a été créée sur un coup de tête car elle perçoit du sens en ce qu'elle fera. Fez Online, c'est l'histoire d'un jeune couple français en road trip au Maroc qui, arrivés à l'étape de Fès, ont été fascinés par la ville et son savoir-faire. Alors, sur un coup de tête, ils ont échangé avec les artisans sur leur art, leur vie, et ils ont décidé de les soutenir en lançant l'entreprise Fez Online. Fez Online, c'est une entreprise qui a pour vocation de soutenir l'emploi local en France et ailleurs par la promotion de l'artisanat. C'est un projet qui vise à montrer la beauté de certains pays, souvent noircis par les événements que l'on connaît. En achetant ce genre de produit, on soutient des artisans, on crée de l'emploi, on achète un produit qui a une histoire, un sens, on produit local, on respecte l'environnement et les producteurs. Notre ambition permettra à tous les artisans, où qu'ils soient, de faire découvrir leurs produits, leur savoir-faire au plus grand nombre. Nos achats possèdent une histoire. Il ne faut pas oublier de raconter leurs récits. Il ne faut pas oublier ceux qui les écrivent. Merci Maïssa pour ce coup de cœur à découvrir, donc celui de Amou Bouakaz. Oui, alors Christophe, est-ce que vous connaissez Ali Zamir? Alors très honnête, oui, j'ai entendu parler. Alors voilà, il faut que tu le connaisses. Ali Zamir, écrivain comorien,
qui publie Anguille sous roche, un livre de 320 pages, sans ponctuation, un livre coup de poing sur une lycéenne de l'île d'Anjouan. Et ça se termine mal, parce qu'évidemment, ça raconte l'histoire des Comores, parce que sur France Maghreb... ça doit intéresser Sarkozy, a priori. On est aussi au-delà du Maghreb. Et j'en profite pour donner un coup de cœur à un confrère radiophonique, Yasmine Chouari, qui anime une émission qui s'appelle En sol majeur sur RFI. N'hésitez pas à podcaster, puisque vous êtes toujours sur France Maghreb 2, mais podcaster cette émission-là. Les 2 derniers numéros, un est consacré à Ali Zamir, et l'autre est consacré à mon ami Joseph Chauvenec, qui est un autiste voyageur, que j'aimerais bien un jour inviter sur cette antenne. Voilà, ça va être un livre qui va faire parler ce livre d'Ali Zamir, et je pense qu'il aura un des prix. C'est un premier roman. Alors précipitez-vous. Il s'appelle comment le livre? Anguille sous roche. Anguille sous roche. Aux éditions du Tripode. Très bien. 320 Allez, pages. mon cher Tarek, je suis sûr et certain que vous avez vous aussi votre coup de cœur à nous présenter. Alors c'est simple, moi je suis né dans un pays dans lequel les déserts ne représentent pas une très grande partie de la surface, donc c'est pas l'Algérie. Idem pour le Maroc, je suis né en Tunisie et quand j'étais gosse, j'adorais aller du côté des oasis. Et mon coup de cœur, c'est l'exposition actuelle qui est en train de se dérouler à l'Institut du monde arabe. Alors je vais vous dire juste que ça dure, mais très bas, ça dure 3 mois, donc faut pas attendre pour y aller. C'est sur une oasis de Biskra en Algérie. Et donc vous voyez bien que même si je suis né du côté de Tozeur, je vais plutôt à Biskra. Et là on découvre... Les dates sont meilleures. Non mais Tolga, tout ça, non mais je rentre pas dans la polémique, cher Christophe. Vous avez appris à faire, je dirais pas de la manipulation, mais des interviews à sens dirigé. Faut aller voir cette exposition. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qu'était Biskra dans les années 1900. On voit comment les Algériens n'aimaient pas les photos qui étaient prises à l'époque parce que c'était plutôt orientaliste, donc colonialiste, et comment entre 1900 et aujourd'hui cette ville de Biskra a maintenu l'essentiel, c'est-à-dire l'oasis, et ce qui l'entoure, et comment elle est devenue une ville moderne, et comment aujourd'hui les Algériens sont devenus fiers de cette oasis et de ces tableaux alors qu'il ne l'était pas. Alors circonstance, parce que moi je peux pas aller à quelque part et faire un tour sans ne pas m'auto-interpeller. Il y a un super tableau dans lequel il y a donc une outre dans laquelle on boit de l'eau. Dans le Maghreb, cette outre s'appelle parce que j'ai joué sur le mot hier, en tout cas une Gorba, voilà, et c'est marqué sur le tableau une Gebla. Alors je le fais signaler à tout le monde parce que là, j'allais dire les souvenirs, il y a Proust que tout le monde connaît, le gâteau. Bon, moi j'étais pas là, moi, donc les gâteaux de Proust me disent pas grand chose. La Madeleine, les gâteaux et tout ça, ça me dit pas grand chose. Par contre, une dégla, quand je vois une quelque part, quand on y rajoute la dégla pour rompre le jeûne pendant le Ramadan, donc mon coup de cœur. En 30 secondes, belle exposition de la oasis de Biskra à l'Institut du monde arabe. C'est lui qui va être fier aussi de ses origines, cette culture. Il faut y aller parce que parler c'est bien, faire c'est mieux. Absolument. Et pourquoi vous dites provocation, je ne sais quoi, les dates de Biskra, c'est connu dans le monde entier, que c'est les meilleures. Ça veut dire que vous suivez pas ce que je dis, Christophe, à la voix haute. Amou, attendez, Amou, vous êtes un Algérien convaincu, vous? Mais la phrase, sous la torture, oui. Les dates. Ouais. Vous les connaissez, les dates, vous les mangez. Ouais, mais moi, en fait, je préfère les dates de celui qui me les donne, en fait. Ah. Donc, quand c'est un Tunisien qui me donne des dates, ben, je trouve que c'est une... Ma phrase concernait la durée, cher Christophe, la phrase sur la durée de l'exposition, 3 mois. Oui, 3 mois. Ouais. Donc c'est pour ça que je l'ai dit très bas. Il faut y aller. Voilà. Et vite, parce qu'il faut encourager d'abord, et puis parce que c'est très intéressant. Et parce qu'après on oublie, et on va demain, et on n'y va jamais. En plus que voilà, pendant le week-end, en plus on peut y aller samedi, dimanche, tranquille, donc allez-y, Institut du monde arabe. Et en face, vous avez un super jardin qui s'appelle le jardin d'Orient, en face de Lima. Alors 2 en 1, vous allez voir le jardin et vous allez voir Biskra et vous ressortez heureux. Et vous faites un petit tour. Lima, vous avez la place Mohamed V, l'avenue Bourguiba. Vous avez le restaurant? Non, Bourguiba est très loin. Ah non, pardon, excuse-moi, je dis des bêtises, c'est la place. Pour un ancien élu parisien, ne pas connaître la géographie parisienne. Excuse-moi, mais moi j'y allais en bagnole, je savais pas où j'allais. Cette fois c'était Socrate, pas Aristote. Dans un instant, le j'aime ou j'aime pas à suivre sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb
2. Le grand forum sur France Maghreb 2 pour la suite et fin avec de cette partie interactive Tarek Mami qui est avec nous, Maïssa Leroy et Amou Bouakaz pour maintenant ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le j'aime ou j'aime pas. Alors je sais pas si ça va parler un petit peu à Tarek Mami qui est pas un féru des réseaux sociaux, mais bon, ça se passe sur Twitter et Facebook, on a notre fil d'actualité et puis on regarde des infos, on dit j'aime ou j'aime pas d'ailleurs, ou alors je m'en fous. Est-ce qu'on peut répondre avant que la question soit posée? Bah non, faut la connaître déjà, hein, quand même, c'est le minimum. On va parler de ce qui fait l'actu en ce moment, c'est Yahoo qui confirme le piratage de 500 millions de comptes. J'aime ou j'aime pas? C'est dégueulasse. Mais ça fait longtemps qu'on se fait hacker. Hein, c'est juste que là, c'est dit au grand jour, mais les ça mots fait de passe, etc. Donc. Depuis toujours, ça existe. Hein. Ouais. Alors moi j'aime et j'aime pas. Rien. Pour une raison simple, parce que je vois pas pourquoi la police, la NSA, le FBI, ils ont tout ça et pas le reste. Donc c'est soit personne n'y accède, ni police sans autorisation, hein, bien sûr, y compris du patron de Yahoo, ou personne. Mais comment dire ça, double mesure, deux poids deux mesures, j'aime pas. Donc je vais dire oui juste pour ne pas être d'accord avec. Et Amou il s'en fout. Ouais. Non, moi j'aime pas, c'est-à-dire que je trouve ça quand même. Ils ont nos données, ils pourraient quand même y faire un peu attention. Ils les ont partout, nos données. Oui, mais enfin, si tu veux, moi je veux pas me résigner. Alors dans ce cas-là, moi j'ai rien à cacher, donc je m'en tape a priori, oui, tu vois. voilà. Et en plus, moi c'est toujours des gens qui viennent me prendre mon argent à la carte bleue, donc je m'en tape encore plus. Tunisie, retour des médaillés paralympiques. Ils sont arrivés hier, ils ont été d'ailleurs accueillis en grande pompe. Ils sont arrivés 21e nation dans les Jeux paralympiques la Tunisie. Devant la France. Mais attention, deuxième nation africaine derrière donc le Nigeria qui est arrivé première. Donc on peut considérer que la Tunisie est première nation arabe. Non, c'est la classe, c'est la grande classe. Mais je vais donner quand même le bilan. C'est 19 médailles, dont 7 en or. 6 en argent et tout autant en bronze. Non mais si je dis pas de bêtises, ils sont devant la France, non? Je ne sais pas. La France est 22e, il me semble. Oui, exact. Ça c'est quand même, moi j'adore quoi. Non, je kiffe. J'aime pour deux raisons. La première, c'est que les Paralympiques ont eu plus de médailles que c'est clair. que les valides. Et deux, parce que j'ai un faible pour tous ceux que la société voudrait mettre sur le trottoir. Ouais. Et ceux-là, chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est quand même un plaisir. Est-ce que j'ai le droit de dire que tous les Tunisiens devraient participer aux Jeux paralympiques? Non, c'est dégueulasse, c'est pas ça. Non, c'est très dégueulasse. Non, ça t'aime ou pas? Moi, j'aime parce que, voilà, la même chose. Je soutiens vraiment les Jeux paralympiques. Je trouve ça extraordinaire de se dépasser de cette façon. On devrait leur changer de nom, on devrait les appeler les Jeux surhumains, pas les Jeux paralympiques. C'est vrai. Ceci va peut-être contredire le fameux rapport, mon cher ami Tarek, puisque l'ambassadeur. On les appelle les Jeux des capables. Et pas des incapables et de je sais pas quoi. Mais qui a dit les ça? Capables. Moi. Bon, d'accord. Cela va peut-être contredire un petit peu le rapport, puisqu'en effet, on y apprend que l'ambassadeur de France à Alger aurait déclaré, selon le journal Le Monde, qu'il y avait 7 millions d'Algériens en France. Source dans le journal Le Monde. Hein. Ah mais c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Ils sont pas tous musulmans. Oui. Hein, ils sont pas tous musulmans. Contact. Ils sont pas tous dans la nationalité française. Les pieds noirs, les Zemmour. Alors j'aime ou j'aime pas 7 millions d'Algériens en France? Moi j'aime. Je kiffe 20 millions même, ce sera un kiff total. Ouais. Attends. Bon, Tarek, on s'en fout? Moi je te dis j'aime parce qu'ils sont pas musulmans. Très bien. Ils rentrent pas dans les En plus, statistiques. les Algériens, ce qui est bien avec eux, c'est qu'il y en a un, il met un pied et l'autre pied il fait le regroupement familial. Tu vois. Le patron de Facebook a promis de verser 3 milliards de dollars pour ce qu'il appelle donc la contribution à la prévention et surtout la guérison des maladies. Moi j'aime pour une chose, parce que le patron de Facebook, j'ai appris qu'il a pour livre de chevet le livre d'Ibn Khaldoun, Al-Muqaddima, donc le prolégomène, et il dit de ce livre, j'y découvre et je comprends l'histoire de l'humanité et les cycles de développement des uns et des autres. Donc j'aime. Très bien. Maïssa? Moi j'aime parce qu'il donne aux défavorisés. Ouais. Amou? Moi d'un côté j'aime bien parce que voilà. Enfin qu'un type possède autant de thunes, ça me fait rêver quand même. Hein. Attends, y en a je veux dire que c'est quand même pas très bien réparti et à la fin ça va mal finir donc j'aime pas. Alors il y en a un autre qui a plus de thunes alors que c'est pas son argent. On va pas le citer ici, mais tout le monde comprendra. Il est juste patron de SFR, je sais pas quoi. Ouais. Et il a 50 milliards de dettes. Ouais. C'est-à-dire plus que des pays. Et puis bon, il y a pas de problème. Donc je préfère celui qui les gagne et qui en donne un peu que celui qui les a pas et qui les gère. Il m'en reste deux. Hein. Pour Gérard Depardieu, écoutez bien la nouvelle sortie de Gérard Depardieu. La France risque de devenir un Disneyland peuplé d'imbéciles. J'aime ou j'aime pas la phrase de Gérard Depardieu? J'ai pas compris en fait. La France risque de devenir un Disneyland, comme le parc d'attractions donc,
peuplée d'imbéciles. Après, risque de devenir, c'est déjà le cas. Oui. Ah bah, je ne sais pas, moi. C'est une question auquel il répondait à un journaliste. Il s'est un peu emporté. Bon, il doit pas être. Lui, ce sera Mickey, alors, du coup. Non, j'aime pas, je hors de ça. Moi, ou le chef des imbéciles. Bon. Ces trucs qui dénigrent, c'est bon, quoi. Enfin, oui, donc on n'aime pas. C'est merveilleux. Et pour terminer, ça fait beaucoup de bruit dans la ville de Lille. Peut-être entendu parler. C'est l'ouverture d'un bar, par ce groupe crépuscule islamophobe, Génération Identitaire. C'est un bar un bar privé, je précise, où va être écrit autorisé uniquement pour les blancs. Mais ça, c'est un poisson d'avril, c'est un fake, ça, c'est pas possible. Non, c'est pas un fake, ça fait énormément de polémiques. Ça va être un bar privé. Alors, je sais pas ce que c'est pas la différence. Bar privé. Le jour où c'est écrit, c'est déjà fermé par la police parce que c'est contre l'article 1er de la. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit dans l'île. C'est la polémique. Alors, vous connaissez la suite de ce bar? Non. Des gauchistes ont été faire des tags. Sauf qu'ils se sont trompés de 3 portes et ils ont tagué le 3e bar déjà ouvert. Ils n'ont pas tagué le bon bar. Ah, c'est embêtant. C'est effectivement. Ce qui arrive. Bon, donc on n'aime pas du tout, évidemment, ce genre de truc. Un mot Boicaz, on vous revoit bientôt. Écoute, ça dépend. S'il y a un grand sondage sur Facebook que tout le monde me réclame, je reviens. Mais sinon, j'ai tellement de boulot. Non, mais on va faire plus simple, Amou. Découvrez qu'il y a un sondage. Dites-le en priorité et venez le commenter. Et puis t'appelles François Cros, il va peut-être t'aider. Maïssa Leroy, merci beaucoup. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Vous lui dites pas si elle revient. Ben, je sais qu'elle revient, elle est fidèle au moins. Merci. Merci beaucoup Maïssa, merci Tarek, Mamie, et à très vite. Et moi, on me dit pas si je reviens pas non plus. Mais Tarek revient, il est chez lui en même temps. Mais je vais partir en vacances. Ah bon, bah allez-y. Allez, bon. Ça vous fera des vacances. Je vous rappelle d'ailleurs à toutes fins utiles que vous m'avez promis un petit voyage en Palestine. Un de ces 4. C'est prévu. Alors, on y va ensemble, comme ça fera moins de boulot. Maïssa, on t'emmène. Moi je viens, moi. Oui. Hamou Bouakaz ne passera pas la frontière parce qu'il a une fiche. Oui. Si, par contre, il peut aller. J'ai passé l'autre frontière, moi. Non, je sais. Bon. Par contre, il peut aller à New York. Et il prend le vol New York-Tel Aviv et là on peut se retrouver. Très bien. Bon, on va s'arranger en antenne si vous voulez bien, comme ça nos auditeurs n'ont pas notre tchouk-tchouka à antenne. Merci à tous en tout cas. Dans un instant, Amar pour le clin d'œil, la télé, le sport, tout ça c'est à suivre évidemment sur France Maghreb 2. Comme d'habitude, je suis très en retard, je vais me faire engueuler. 18h03, le rappel des titres. C'est avec Marine Garrel. Bonsoir Marine.